Bon, merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus si nombreux encore cet après-midi pour la première séance du coup de la deuxième saison du séminaire in-game consacré aux jeux vidéo. Donc je commence par vous présenter à tous et à toutes mes meilleurs vœux. Je vais me fendre d'une petite introduction, hein. Vous allez devoir me supporter pendant 10 minutes avant de laisser la parole évidemment à mes deux intervenants, mais j'ai quand même des remerciements à faire et puis surtout présenter à toutes celles et tous ceux qui n'ont peut-être pas assisté au séminaire l'an dernier, de quoi il en retourne, hein, quel est le projet, quelles sont les intentions derrière ce séminaire. Alors comme vous l'avez peut-être compris, cette séance en fait s'insère dans la programmation d'un autre séminaire qui lui est un vrai séminaire de l'ENS. Nous on est un simple séminaire d'élèves, donc le séminaire post-digital qui s'intéresse à la façon, je parle sous le contrôle d'Alexandre, mais à la façon dont le numérique permet de penser notre futur, notre avenir. Alors j'ai pas le même sens du storytelling hein, qu'Alexandre justement qui avait introduit le séminaire post-digital je crois que c'était en septembre dernier ou en octobre, je ne sais plus. Mais je vais quand même essayer de présenter rapidement les origines du projet. Donc, comme j'ai dit, In-Game est un séminaire d'élèves qui a été créé par deux élèves, donc, dont moi en 2015, deux élèves qui s'ennuyaient ferme hein, en cours de préparation à l'agrégation et qui préféraient du coup jouer aux jeux vidéo sur leur ordinateur hein, plutôt que d'écouter des leçons sur la transitivité verbale. Alors bon, à l'époque, on avait deux circonstances atténuantes, si vous voulez. La première, c'est qu'on était un peu dans le début, on va dire, de l'âge d'or du jeu indé, hein, puisqu'en 2015, pour ceux et celles qui connaissent, hein, Don't Starve et Papers, Please étaient sortis depuis 1 an, hein, Binding of Isaac depuis 3, tous ces petits jeux qu'on pouvait faire tourner sur nos ordinateurs portables, hein, donc c'était très pratique pour jouer en cours. Et puis deuxième circonstance atténuante, bon, on a quand même fini par avoir la grecque tous les deux, donc bon, ça, on va dire que ça allait quand même. Plus sérieusement, si vous voulez, l'idée de ce séminaire, lorsqu'on l'a créé, c'était donc, comme je l'entends parfois, je le lis, de faire entrer le jeu vidéo à l'ENS. Mais c'était pas simplement, si vous voulez, pour la beauté du geste, même si finalement le geste a eu sa portée symbolique hein, en lui-même. On a constaté, quand on a présenté le projet, qu'en réalité, un petit peu à notre surprise, hein, on était les premiers étonnés, une institution comme l'ENS avait une capacité à se renouveler et à accueillir la modernité pour une raison qui en fait était assez simple, c'est que c'est une institution qui d'une certaine façon fait confiance à ses élèves via ce principe justement des séminaires d'élèves. C'est d'ailleurs ce qu'on nous a dit quand on a présenté le projet au départ hein, aux professeurs de l'école. Les professeurs nous ont dit bon, nous on n'y connaît rien, mais vous, vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez, donc bon, allez-y, hein, on vous donne une salle. Et donc finalement c'est cette tolérance hein, et cette ouverture, cette confiance aussi qui nous ont permis hein, de monter In-Game. Alors en réalité, je vous avoue qu'on ne savait pas vraiment de quoi on parlait non plus en fait. Hein. Quand on a commencé le séminaire, on venait tous de parcours universitaires très différents. On était passionnés de jeux vidéo, mais bon, comme beaucoup, hein, ça ne suffit pas pour faire un séminaire de recherche. On a donc décidé l'an dernier, puisque le séminaire a commencé en fait la première saison en novembre 2015 et il s'est achevé en juin 2016. On a décidé donc de s'effacer en fait, hein, tout simplement, et d'assurer la logistique. Essentiellement pour inviter des gens hein, qui, eux, savaient de quoi ils parlaient. L'objectif scientifique, c'était de produire un discours esthétique / critique sur le jeu vidéo, en partant du principe que le jeu vidéo est, alors j'ose pas dire un art, hein, pour pas froisser quelques sensibilités, mais à tout le moins une sorte d'objet culturel qui méritait qu'on s'y intéresse pour avoir au moins informé les représentations et la sensibilité de toute une génération de joueurs et de joueuses pour qui il était parfois, et c'était par exemple mon cas hein, quand j'étais enfant et adolescent, un des seuls accès à la culture. Alors tout ça, bon, c'était bien beau, mais il nous fallait un angle d'attaque. Et on a décidé, hein, puisque évidemment on sortait de prépa, et donc comme tout élève qui sort de prépa, on était structuraliste, hein, c'est à ça que sert la prépa. On a décidé de s'intéresser à ce qui nous semblait être le langage propre aux jeux vidéo, qui le distingue selon nous hein, des autres formes culturelles, en l'occurrence le game design. C'est pour ça que le séminaire a ce sous-titre, In-Game ENS, en jeu du game design. L'idée, c'était assez simple, hein, c'était de se dire que de la même façon que par exemple au cinéma, le cadrage, le montage, si vous voulez, sont des éléments de langage cinématographique qui disent quelque chose du monde et qui permettent de reconfigurer un certain ordre du réel. Le game design, on s'est dit, peut probablement le même pouvoir en ce qui concerne le jeu vidéo. Donc l'année dernière, on a organisé pas moins de 12 séances
à raison d'une toutes les 2 semaines. C'était assez éprouvant, mine de rien. On a souvent accueilli des grands universitaires. Ceux et celles qui étaient là se souviennent peut-être qu'on avait rempli cet amphi, par exemple, pour accueillir Bernard Perron, qui venait nous parler qui venait de Montréal spécialement pour nous parler de la peur vidéoludique. On a accueilli aussi des chercheurs et des chercheuses plus débutants, hein, des doctorants, des doctorantes, des artistes numériques, des critiques, puisque par exemple Martin Lefebvre était venu avec toi en janvier dernier, et même des youtubeurs. Mais il y a une séance qui nous a marqué, peut-être un peu plus que les autres, et encore une fois, alors c'était l'autre amphi de l'ENS, l'amphi Rato, mais il était plein lorsque l'on a accueilli les 2 game directors du jeu Life is Strange, donc du studio Dontnod, Raoul Barbet et Michel Cor, qui donc sont venus discuter avec Alexis Blanchet, hein, le maître de conférence en études cinématographiques à Paris 3, venus discuter des intentions artistiques, hein, des influences culturelles derrière leur jeu Life is Strange, qui était un des événements quand même vidéoludiques français et mondial, hein, de 2015, puisque le dernier épisode, je crois, est sorti en décembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a décidé de se concentrer, pour la 2e saison qui commence aujourd'hui, sur ce dialogue-là entre créatifs d'un côté et chercheurs et chercheuses, parce qu'il nous semblait finalement assez unique dans l'offre culturelle autour du jeu vidéo. Donc cette année, on s'est recentré autour de ce format-là, d'où notre programmation de l'année, alors que je vais afficher si je ne fais pas de bêtises. On a contacté donc beaucoup de studios français qui nous ont marqués par leur production cette année, petits ou grands. Certains ont répondu, d'autres non. Il y en avait beaucoup qui avaient des jeux à terminer, hein, qui ont reporté leur participation à l'année prochaine. David Cage nous a assuré qu'il viendrait à la saison 3, par exemple, d'InGame, qu'il fallait finir Detroit avant. Donc on a ensuite, une fois qu'on avait contacté nos game designers, hein, on a ensuite contacté des chercheurs et des chercheuses en leur demandant si donc, ils voulaient discuter avec ces créateurs et ces créatrices. Et cette fois-ci, je dois bien dire que presque tous, hein, et toutes ont accepté avec enthousiasme, ce qui indique que l'idée est peut-être pas si mauvaise que ça. Donc on est très heureux de ce calendrier, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, à mon sens, on a une programmation qui est très, je dirais, réactive. C'est-à-dire qu'on va vraiment parler de tout un tas de jeux qui sont sortis en 2016, vraiment là, durant l'année écoulée. Ce qui nous permet d'avoir un aperçu vraiment très contemporain, hein, sur ce qu'est le jeu vidéo, alors principalement indépendant, hein, essentiellement indépendant même, en France aujourd'hui. À noter qu'on s'est permis, vous l'avez noté, un petit écart, hein, on n'a pas pu s'en empêcher, de faire une séance recherche, une sorte de hors-série en mai prochain pour saluer la sortie en septembre de l'année dernière, 2016, du livre de Julie Rocco, Et si jouer était un art. Ça sera la seule séance exclusivement recherche. Et si des professionnels du jeu vidéo y assistent, hein, et d'ailleurs j'étais assez étonné de constater que finalement tous les game designers que j'ai rencontrés, que j'ai eu la chance de rencontrer, étaient assez attentifs en réalité à ce qui se passait dans la recherche, hein, et lisaient les livres, lisaient les publications et étaient souvent très intéressés. Donc si jamais des professionnels y assistent, finalement on aura un peu bouclé la boucle, hein, et le séminaire aura rempli son rôle, à savoir maintenir le plus longtemps possible un lien entre recherche et création. Deuxième raison qui nous rend assez fiers de cette programmation, c'est que finalement on a une programmation qui est très cohérente. C'est un peu un hasard, hein, je ne vous le cache pas, mais le fait est là, très centré sur le jeu indépendant et qui va nous permettre d'aborder des sujets finalement ou des objets peu fréquents, peu représentés. Par exemple le jeu mobile, on ne parle pas beaucoup du jeu mobile, hein, j'ai l'impression, hein, dans la recherche, qui sera représentée par exemple par 2 jeux qui ne sont pas exclusivement mobiles, mais qui sont quand même vraiment pensés pour être joués sur mobile, à savoir Normal Lost Phone alors je n'ai pas mes lunettes, je crois que c'est en mars, c'est ça, merci, et Reigns, qui est également en mars, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Cohérence au niveau, hein, aussi donc de tous nos game designers qui sont des jeunes game designers, hein, à qui donc on pourra poser des questions qui intéressent, j'imagine, pas mal d'entre vous probablement, hein, des questions au niveau de la formation, hein, comment est-ce qu'on devient un game designer en sortie d'école, comment est-ce qu'on produit un jeu, comment ça se passe, un studio indépendant dans sa relation avec les éditeurs, avec les financements, etc.
Donc voilà, j'en ai terminé avec cette petite présentation. Je vais passer aux remerciements. Donc tout d'abord, je remercie évidemment le séminaire Post-Digital de nous avoir invités en guest, si on veut, dans sa programmation cette année, pour cette séance qui est centrée autour du jeu vidéo et de l'intelligence artificielle. Et là, du coup, ton jeu, Emmanuel, est parfait pour parler d'intelligence artificielle. Donc ces deux organisateurs, Béatrice Joyeux-Prunel, professeure au département d'Histoire et Théorie des Arts à l'école, et Alexandre Cadin, qui ont par ailleurs beaucoup contribué à l'organisation matérielle de la séance. Deuxième remerciement, quelque chose que je n'avais pas fait, je crois, l'an dernier, et je m'en repens parce que c'est quand même très très important. Je remercie aussi chaleureusement la professeure qui a accepté finalement de soutenir le projet InGame lorsqu'on l'a présenté. On est arrivé comme des fleurs comme ça, et finalement elle nous a fait confiance. Anne-Françoise Benamou, qui est professeure ici au DHTA également, et je la remercie parce que d'une certaine façon elle a, on a raison gardée, mais tout de même engagé une petite partie de sa réputation universitaire sur cette idée de faire rentrer le jeu vidéo à l'ENS, qui n'était clairement pas une idée évidente. Et je remercie également cette année Nadège Adéry-Dagen, qui est la directrice du DHTA et qui m'a renouvelé sa confiance pour cette deuxième saison. Au chapitre des remerciements, je remercie aussi donc ceux qui travaillent en fait dans l'équipe d'InGame. Alors on est en effectif réduit cette année. Il y en a beaucoup qui travaillaient avec nous l'année dernière et qui sont partis vers leurs projets respectifs. Mais je remercie tout particulièrement Mina Perrichon qui nous a fait ces magnifiques flyers, que ce soit la petite plaquette du séminaire ou le calendrier donc, derrière moi, qui est dessinatrice et graphiste. Je remercie aussi Esteban, qui n'est pas là, mais qui a repris en main le compte Twitter du séminaire, et il y en avait besoin. Dieu sait qu'il était inactif depuis 2 ans. Et enfin Thalia, et puis on a fait le tour de l'équipe qui m'aide dans l'organisation du séminaire en général depuis l'an dernier. Un petit aperçu rapide du déroulement des séances. Chaque séance va se dérouler à peu près de la même façon. C'était la cohérence que je soulignais tout à l'heure. En dehors, évidemment, de ce petit speech que j'aurai la décence de ne pas vous infliger à chaque fois. Le chercheur ou la chercheuse que nous avons invité nous parlera de son expérience du jeu, de son histoire avec le jeu, comme tu dis, Mathieu, avant d'amorcer la discussion avec notre invité donc professionnel, créatif, game designer. Nous essaierons, si la technique le permet, si la technique est clémente, et aujourd'hui je crois qu'on a réussi à trouver un setup à peu près fonctionnel, nous essaierons de jouer une brève séquence représentative du jeu en direct. C'est une des contraintes du séminaire à laquelle je tiens beaucoup, parce que je considère que de la même façon que ça n'a pas beaucoup de sens de montrer des images fixes, par exemple, pour parler de cinéma, ça n'a pas beaucoup plus de sens non plus de se contenter d'images animées pour parler de jeux vidéo. Il faut y jouer, il faut montrer comment fonctionnent les mécaniques, je pense. Nous commenterons en direct cette séquence, et puis ensuite, évidemment, on vous donne la parole pendant le dernier 3/4 d'heure ou la dernière demi-heure, pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez. Alors, je termine évidemment avec les intervenants qui m'ont fait le plaisir et l'honneur d'accepter mon invitation aujourd'hui. Alors tout d'abord, Emmanuel Corneau, donc tu es game designer. Tu as commencé dans le jeu vidéo donc en étant stagiaire notamment en programmation et en game design dans des studios tels que Cyanide, Pasta Games et We Want to Know. Tu as finalement intégré l'Engmin, donc l'école de jeux vidéo qui est basée à Angoulême. Et Event Zero, donc, dont on va parler aujourd'hui, est devenu ton projet de fin d'année. Après tes études, tu as travaillé comme game designer à Amplitude sur le jeu Endless Legend, tout en continuant à avancer le projet sur ton temps libre. Puis, lorsqu'il t'a été possible de lever les fonds pour terminer Event Zero, tu as démissionné avec 2 de tes associés. Tu as réuni une équipe, vous avez réuni une équipe, et vous avez terminé le jeu en un temps record, finalement, en 1 an. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis d'essuyer les plâtres pour cette première séance de la 2e saison. Mathieu Triclot, merci beaucoup. Donc bon, on ne te présente plus, d'autant que tu nous avais déjà fait le... Mais voilà, c'est ça, tu es un revenant, Mathieu Triclot, le retour. Tu nous as fait déjà le plaisir de venir, en fait, il y a quasiment 1 an, jour pour jour, en réalité. C'était en janvier 2016, je crois, pour parler de ce que tu as appelé à l'époque les méta-jeux.
Donc tu es un ancien élève de l'ENS de Fontenay, maître de conférence en philosophie à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Donc je parle sous ton contrôle, hein, mais tu t'intéresses en particulier à la question de l'expérience de jeu, en rapport notamment avec les spécificités techniques, les évolutions techniques du médium. Pour te resituer un petit peu dans le débat, enfin on va dire le paysage de la recherche sur le jeu vidéo français, tu écrivais dans Philosophie des jeux vidéo, qui est ton ouvrage qui est paru chez Zone en 2011. Tu écrivais, à côté des Game Studies qui s'occupent des paramètres formels des systèmes de jeu, dans une sorte de double en miroir de l'activité professionnelle de game design, il nous faut inventer des Play Studies tournés vers la fabrique des expériences, les positions de sujets avec lesquels jouent les jeux. Ton travail a donné lieu donc à de nombreuses publications. Je citerai que la plus récente, tellement récente qu'elle n'est pas encore sortie. C'est ta contribution au recueil dirigé par Alexis Blanchet, Jeux vidéo / cinéma, apparaître en février prochain. Contribution qui s'intitule mystérieusement Une question d'attitude. Voilà. Donc merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Je vous donne la parole tout de suite et on va commencer peut-être, Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous pitcher rapidement le jeu et nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est qu'Event Zero? Donc Event Zero, c'est un jeu dans lequel vous incarnez un ou une astronaute qui se retrouve à bord d'un vaisseau dont tout l'équipage a disparu. Et votre but, ça va être de le ramener sur Terre, et de notamment convaincre l'ordinateur de bord en fait, de vous indiquer la bonne voie. Et quand je dis convaincre l'ordinateur de bord, c'est en fait vous devez converser avec lui en tapant du texte au clavier et l'ordinateur vous répond car c'est une véritable IA qui est dans le jeu. Et donc, par exemple, pour ouvrir une porte du vaisseau, vous devez demander à l'IA ouvre la porte et c'est seulement de cette manière-là que la porte s'ouvrira. Et donc, des fois, l'IA obéit et puis des fois, ça doit se négocier. Voilà. Donc, c'est un jeu de conversation et d'exploration. D'accord, merci beaucoup. Alors, du coup, Mathieu, tu voulais commencer par parler de ton histoire avec le jeu, c'est-à-dire comment tu as découvert le jeu et quelles étaient tes premières expériences? Ok, bonjour, bonjour à tous. Oui, peut-être parler un peu, pour aussi présenter le mode d'emploi de notre séance. Du coup, moi, je me suis inspiré de la séance qu'avait animée Alexis Blanchet avec les game designers de Life is Strange, en préparant 3 séries de questions à te soumettre. Les premières autour de la question de la formelle. Qu'est-ce que c'est que faire un jeu d'aventure? Quelles sont les spécificités d'Event Zero du point de vue du genre? Donc la question du genre aventure. Deuxième série de questions sur l'IA, qui est un point central. Qu'est-ce que vous aviez en tête à faire un jeu avec une intelligence artificielle et la conversation avec l'intelligence artificielle? Et puis, troisième série de questionnements, cette fois-ci en remontant des systèmes de l'IA vers l'intrigue. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous raconte Event Zero? Comment est-ce que ça se situe dans le champ de la science-fiction et de la manière dont la science-fiction aborde la conversation avec les machines. Voilà. Donc, c'est la segmentation. Sur la question donc, de moi, comment je suis arrivé à Event Zero, comment est-ce que je découvre Event Zero? Je le découvre en commission FAJV, donc du fonds d'aide pour le jeu vidéo du CNC, au moment où le dossier passe. Et au moment où sans doute, je ne me souviens plus exactement du dossier, mais on doit avoir un premier prototype qui doit correspondre à un certain état du jeu proche du projet étudiant. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Et voilà, c'est une proposition tout à fait fascinante et hors norme. Et le jeu fini est resté un jeu fascinant et hors norme dans le paysage du jeu vidéo avec beaucoup d'originalité dans les choix. Donc c'est un jeu que je découvre comme ça, qui pique mon intérêt et que j'ai joué comme joueur, comme tout un chacun, à sa sortie, parce que j'avais gardé cet intérêt et cette attente par rapport au prototype, par rapport aux promesses qui étaient faites dans le dossier aussi. Donc moi, c'est un jeu qui m'a extrêmement intéressé, essentiellement autour de la question de l'intelligence artificielle et de la discussion avec les machines. On peut se dire que la question du jeu vidéo, c'est dans quel rapport on rentre avec des mondes qui sont simulés par la machine. Et ce que la machine prend en charge dans la majorité des jeux, ce sont des espaces, c'est-à-dire la construction d'un univers dans lequel on va se promener, avec lequel on va interagir.
avec la voie de l'IA, c'est une autre proposition, c'est une proposition un peu décalée par rapport à cette proposition d'emblée spatiale, parce que c'est la possibilité d'une conversation avec la machine, c'est la possibilité d'un rapport de conversation avec la machine, et c'est finalement une voie que le jeu vidéo a peu explorée. En même temps, il s'agit là aussi de construire un rapport comme ça, intime avec l'ordinateur. Et on voit bien que le jeu vidéo est dans une position de médiation, c'est-à-dire qu'on discute avec une IA qui est à l'intérieur d'un jeu vidéo, et en même temps, est-ce que ça, c'est pas le miroir de notre relation au jeu lui-même? C'est-à-dire qu'on va cultiver un rapport intime avec notre ordinateur, et dans notre ordinateur, on discute avec un ordinateur qui est celui du jeu. Voilà. Donc cette question de qu'est-ce qu'on cultive avec la machine informatique, c'est ça qui m'intéressait d'abord. Et puis la deuxième chose, pour moi, le coup de génie de Event Zero, c'est le fait de discuter avec une IA faillible. Alors on va revenir sur cette question de l'IA, de la qualité de l'IA, parce que je crois que c'est aussi un des grands malentendus dans la réception du jeu. Mais pour moi, le coup de génie, c'était de ne pas présenter une IA parfaite, mais de la présenter d'emblée imparfaite, ce qui laissait une place extraordinaire aux joueurs, parce que c'est aux joueurs, à l'être humain, de se débrouiller avec une IA faillible. Et ça, je crois que ça dit aussi beaucoup de choses de notre rapport aux machines informatiques en général, de notre rapport au jeu. Donc il y avait à la fois place pour le bug, et dans cette place pour le bug, il y a un gros bug, c'est le joueur qui peut trouver sa place dans les failles de l'intelligence artificielle. Voilà, donc ça, c'était vraiment le point d'entrée, d'intérêt depuis le début. Et donc, pour en finir avec ma petite histoire avec le jeu, j'y ai rejoué il y a 3 jours pour préparer la séance. Dans un deuxième run, j'avais fait qu'un premier run la première fois. Et en essayant, on discutait de ça tout à l'heure, en essayant désespérément de jouer différemment, d'essayer de produire d'autres choix dans l'histoire, et j'ai absolument pas réussi. C'est-à-dire qu'on peut être très méchant, apparaît-il, avec l'intelligence artificielle, se comporter très mal avec elle, si bien qu'elle vous en veut, etc. Moi, j'ai pas pu. J'aime trop les ordinateurs. Donc c'était toujours une conversation amicale. Peut-être qu'on reviendra sur cette question du rapport, des différents rapports à la machine et de ce que ça dit sur nous-mêmes, puisque c'était ça. Alors, mes premières remarques portaient sur la question donc, du genre et la question du genre aventure. Mais peut-être qu'il faudrait mettre mes petits slides s'il était un moyen de... De premier abord, Event Zero, c'est un jeu d'aventure qui a comme caractéristique, il me semble, de prendre à rebours l'évolution du genre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait l'évolution du genre aventure? C'est l'élimination progressive du texte. Et peut-être que l'un des points comme ça d'arrivée de cette élimination progressive du texte et des interactions textuelles, c'est le fameux MIST dont vous avez une image ici, dans lequel on parcourait des décors en 3D, c'était extraordinaire pour l'époque, et dans lequel les interactions textuelles avaient été éliminées. Donc si on fait une sorte de rétro-histoire du jeu d'aventure, évidemment ce à quoi il faut penser comme étape de transition, c'est des jeux à la Monkey Island dans lequel vous avez une part de plus en plus importante de l'image, mais reste le système textuel qui est affiché. Et peut-être que Event Zero, d'ailleurs, pourrait être Monkey Islandisé si on donnait les choix de verbes en dessous, qui sont sous-jacents, qui sont ceux du programme. Et encore avant, puisque je parcours l'histoire à rebours, avant Monkey Island, on avait quoi? Le début des jeux d'aventure, eh bien, ça ressemble à ça, c'est-à-dire à des contrôles qui sont essentiellement textuels. Donc ce que je trouvais intéressant dans la formule de Event Zero, du point de vue de l'histoire des jeux d'aventure, c'est que j'ai l'impression qu'on fait une boucle. Et il n'y a pas que Event Zero qui fait cette boucle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit dans la production des jeux d'aventure par des indépendants revenir le rapport au texte et la discussion avec la machine qui était le point de départ du genre. Donc dans Event Zero, ça se manifeste comme ça, mais si on avait centré la focale sur le terminal et sur l'ordinateur, eh bien on aurait sans doute quelque chose qui pourrait être assez proche de cela. C'est assez amusant, je me permets de t'interrompre avec une remarque qui n'a aucun intérêt, mais dans les petits screenshots que j'avais choisis j'ai pris exactement les mêmes. C'est-à-dire que j'avais Myst, Monkey Island, et à la place de... C'est Zork, non? C'est quoi? Moi j'ai mis Zork, ouais. Moi, j'avais mis Colossal Cave Adventure. Mais alors voilà, ça aurait pu... C'est vrai que ça n'aurait pas fait une très grande différence de mettre un autre jeu textuel que Zork. Oui. Ben, sans doute parce que c'est quand même les trois... Enfin, c'est 3 marqueurs très très forts du jeu d'aventure. Alors,
sur cette question du texte, sur cette question du retour au texte dans le jeu d'aventure, j'ai l'impression que Even Zero est en bonne compagnie. Et que cela fait partie donc, d'une tendance qu'on retrouve dans beaucoup de jeux contemporains. Ici, c'est une image donc, d'un des jeux d'aventure sans doute les plus ambitieux dans la production de ces dernières années. C'est un jeu d'aventure par épisode qui s'appelle Kentucky Route Zero, qui est par ailleurs une œuvre absolument extraordinaire, je dirais, sur le plan ludique et littéraire. Et dans Kentucky Route Zero, vous avez des passages où l'écran devient carrément complètement noir et on retrouve l'interaction purement textuelle. Autre exemple, et là on se rapproche peut-être de Even Zero parce qu'on se rapproche de l'ordinateur, c'est l'ensemble de jeux qu'on pourrait appeler des jeux d'interface. C'est-à-dire, alors du côté de la fiction interactive, on va avoir des jeux qui vous proposent de vous mettre dans la situation de quelqu'un qui est face à l'ordinateur et qui rentre ses commandes comme il les rentrerait dans l'interface. Alors ici, c'est Digital Love Story, qui était donc un jeu de Christine Love, qui est sans doute un des premiers, je crois, à expérimenter ce truc-là, de vous mettre face à une sorte d'Amiga, là, je crois, dans la version qu'on a ici, et vous explorez une histoire. Le jeu vous raconte une histoire à travers l'interface et à travers les règles de l'interface. De mémoire, ça se passait surtout au clavier, à la souris sur Digital Love Story, donc on n'avait pas cette entrée de commande. Autre exemple, toujours chez Christine Love, un jeu qui s'appelle 8+. Et là, on est encore plus près de Even Zero parce que l'interaction avec l'ordinateur dans cette forme de jeu se passe par des logs. C'est-à-dire, ça correspond à une bonne partie de ce qu'on va faire dans Even Zero. C'est-à-dire, ordinateur, montre-moi les logs, Kaizen, show me the logs, et on va regarder ce qui est caché à l'intérieur de la mémoire de l'ordinateur. Donc peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure ces jeux-là étaient présents dans le développement de Even Zero. Voilà pour la question du retour au texte. Alors après, si on réfléchit à ce que ça veut dire, ce retour au texte dans cette espèce de boucle rétro-futuriste où le progrès du jeu d'aventure, c'était d'éliminer toutes les interactions textuelles, et on les voit ressurgir dans, j'ai envie de dire, une bonne partie des jeux d'aventure les plus intéressants de ces dernières années. Qu'est-ce que ça permet ? J'ai l'impression qu'une des premières choses, c'est la littérarité. C'est-à-dire que ça permet de véhiculer des contenus beaucoup plus complexes, beaucoup plus élaborés, et de bénéficier d'un effet de transfert, c'est-à-dire que la littérarité de ce qui est écrit, la qualité littéraire de ce qui est mis dans le jeu, eh bien, ça devient un élément du jeu lui-même. Après tout, les jeux vidéo sont beaucoup inspirés du cinéma. Est-ce qu'on ne peut pas récupérer des propriétés qui sont celles de la littérature ? Kentucky Route Zero, c'est clairement le point d'entrée. C'est-à-dire qu'on voit une qualité d'écriture poétique qui est extraordinaire, à laquelle on n'était pas habitué dans les jeux vidéo, si ce n'est peut-être ces anciens jeux. Ces orques, ces jeux en mode texte, qui avaient un rapport à l'humour, un rapport à la qualité des histoires qui est tout à fait saisissant quand on les rejoue aujourd'hui. La deuxième chose que ça fait, et il me semble qu'on le voit très bien dans les jeux de Christine Love, c'est que ça produit une position de joueur qui est extrêmement originale, et j'ai envie de dire extrêmement troublante, et on peut jouer sur ce trouble. Qu'est-ce qui se passe quand... je veux dire, c'est la réalité virtuelle avant l'heure. Parce que vous êtes à l'intérieur du jeu face à un ordinateur et vous êtes vous-même à l'extérieur du jeu face à votre ordinateur. Et c'est mieux que Kinect parce que vous tapez des trucs sur votre clavier et l'avatar tape exactement au même moment les mêmes trucs sur le clavier. Vous voyez, il y a une synchronisation totale des deux corps, celui de l'avatar et celui du joueur, ou plutôt on devrait dire que le corps de l'avatar s'efface en quelque sorte pour laisser place intégralement au joueur. Donc ça, c'est une position extrêmement originale à l'intérieur du jeu vidéo, cette espèce d'effacement de l'avatar. Et par ailleurs, je veux dire, c'est aussi une formule qui a peut-être ses limites, parce que dans l'effacement de l'avatar, il y a le fait de... Comment dire ? D'habitude, comment ça se passe en jeu vidéo ? Comment ça se passe en jeu vidéo ? On entre des commandes et l'avatar fait des choses. Par exemple, il va ouvrir une porte. Il va ouvrir une porte à l'intérieur du monde du récit, à l'intérieur du monde de l'histoire. En revanche, quand je lis ou que j'écris avec ces dispositifs-là, j'efface l'avatar. C'est moi qui, effectivement, dois lire. C'est moi qui dois interpréter ce qui m'est donné à lire. C'est moi qui rentre les commandes. C'est-à-dire qu'on a une torsion du rapport au jeu.
et alors qui a l'intérêt de me convoquer en première personne et qui en même temps élimine cette médiation habituelle où l'avatar peut faire des choses incroyables que moi je serais hors d'état de faire. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a la source d'un régime vraiment très très particulier du jeu vidéo dans lequel le joueur est convoqué en première personne, et ce qui permet de faire lever je crois, des choses de l'ordre de l'intimité. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce que je peux dire de moi, qu'est-ce que je peux révéler de moi dans le rapport à la machine. Donc c'est intéressant, c'est une formule rétro, on va dire. Hein, si j'essaie de tenir la dialectique de cette affaire-là, c'est d'un côté une formule extrêmement rétro. Qu'est-ce que c'est que de rentrer du texte alors qu'on a des interfaces 3D extraordinaires? C'est débile. Et en même temps, dans cette formule rétro, dans le rapport au texte, eh bien, je crois qu'il y a la place pour une forme de relation originale à la machine, et on peut se laisser aller peut-être à des choses de l'ordre de l'intimité, du dévoilement de soi, qu'on n'aurait pas dans ces formules-là. Voilà. Je finis là-dessus, mais parce que je veux pas. Ouais. Tu disais les derniers papiers. Le dernier papier, je l'ai fait là, celui qui est tout juste écrit, pas encore publié, un autre. Fait avec Julien Bouvard, qui est un spécialiste de civi japonaise, sur les jeux d'aventure textuels, les visual novels japonais, en particulier le genre du jeu à pleurer. Donc on a écrit sur Clannad et ce qui s'appelle les Nakige. Voilà. Finalement, il y a un dispositif très très semblable, quoi. Vous voyez du texte, vous bouffez du texte, et vous avez ces moments où l'avatar est supprimé, et vous êtes convoqué en première personne par le jeu qui vous demande qui es-tu, toi, qui est en face, quelles émotions est-ce que tu développes avec la machine et avec l'ordinateur. Donc ça, je crois qu'il y a quelque chose de très fort dans ce procédé. Par ailleurs extrêmement simple. Du coup, à chaque fois, j'ai un bundle de questions. Il y en a trop. Je les soumets et tu réponds à celle qui te chante. Et ensuite, si vous avez des questions sur cette question du genre, sur cette question de comment ça travaille, Event Zero travaille le jeu d'aventure, c'est à vous. Alors, la première question, pourquoi choisir ce format du jeu d'aventure? Et j'ai envie de dire, quelle est la part là-dedans de choix? Ça nous intéresse comme genre. Quelle est la part de contraintes économiques? C'est un projet étudiant à l'origine, il faut que ça soit suffisamment petit pour être mené à bout, et vous l'avez mené à bout avec brio, et c'est difficile toujours de mener les projets à bout. Donc, quelle est la part là-dedans de choix et d'intérêt pour le genre? Deuxième question, quel repère historique est-ce que vous aviez par rapport ou pas simplement historique, à quel jeu on pense quand on fait Event Zero, sachant que dans les critiques et dans la presse, on voit ressurgir plein de noms, on a un peu parlé de ça tout à l'heure, on voit apparaître Firewatch, on peut penser à Earth Story, qui était un autre jeu d'interface de l'année précédente, voilà. Sachant qu'il y a aussi tout le mouvement rétro des Blackwell, enfin, voilà, il y aurait plein de références à amener sur le revival du jeu d'aventure. Et puis, troisième question, comment est-ce que vous abordez les limites du genre? Parce que finalement, c'est quand même casse-gueule. C'est casse-gueule parce qu'on est dans un genre qui est très codé PC. Je ne sais pas si Event Zero est sorti sur d'autres plateformes. Voilà. Et avec le texte, voilà, on a le clavier, donc on est coincé sur les plateformes. Qui est un genre aussi, je disais qu'il se passe des choses extraordinaires dans le rapport à la lecture et l'écriture. Mais c'est des compétences qui sont demandées aux joueurs, qui sont importantes. Voilà, on restreint peut-être aussi beaucoup la cible potentielle avec ce genre de jeu-là. Voilà. Grandeur et misère du jeu d'aventure. Alors, sur le genre du jeu, ce qui est marrant, c'est qu'il a vraiment, il a vraiment évolué tout au long de la production. C'est-à-dire que le tout premier pitch d'Event Zero, que je peux vous montrer tout à l'heure si vous voulez, Event Zero, à la base, c'est un survival horror. Et pourquoi? Parce que la mécanique de l'IA est là, mais en plus de ça, il y a un extraterrestre qui vous poursuit et qui essaie de vous tuer. Et donc l'idée, c'était de faire un survival horror où il fallait réussir à négocier avec l'IA pour qu'elle nous protège et nous ouvre les portes alors que l'extraterrestre est en train de ramper derrière nous, etc. Et puis bon, on a rapidement dégagé l'extraterrestre. Et pourquoi est-ce que vous dégagez l'extraterrestre? Alors, il y a deux choses. Déjà, d'une, c'est en termes d'ambition, on se rend compte que c'est énorme. Et secondement, on se dit, le côté intéressant du jeu, c'est l'IA. Donc on va se focaliser là-dessus. Il y a eu d'autres choses qui se sont greffées, puis qu'on a enlevé. On a beaucoup retiré de choses au final pour vraiment avoir l'essence même. On s'est rendu compte que ce qu'on voulait comme expérience de jeu, on voulait que le joueur, quand il termine de jouer, il dise j'ai tissé une relation intime avec une personne et il n'y a que moi qui l'ai tissé de cette manière-là. Et intime au sens large. C'est pas forcément amoureux ou quoi, mais c'est vraiment avoir construit, avoir rencontré quelqu'un.
Et quel, excuse-moi, c'est Into the Shell. Avant, ça s'appelait Into the Shell. D'accord. Merde, voilà. Et donc là, bon, on voit un peu le pitch, etc. On voit apparaître Moon. Ouais. Et donc là, on voit ici là que c'est décrit comme un survival horror. Donc il y a du Moon, donc il y a du Amnesia grandement. C'était un peu la référence dans le genre. Et donc là, c'est une situation de gameplay où là il y a l'extraterrestre qui arrive. Et puis vous jouez. C'est une image de comment elle s'appelle, le personnage de Alien là justement qui est en train d'essayer de s'échapper. Et donc dans l'idée, c'est qu'il n'y avait même pas de terminaux. Au tout début, il n'y avait même pas de terminaux dans l'environnement. C'est que vous pouviez discuter de n'importe où avec l'IA. Et elle, c'était un peu l'IA omnisciente qui vous aidait. Tu sais que, je t'interromps, mais moi, quand tu me décris ce pitch-là, ça me rappelle ce qui est sans doute l'un des tout premiers jeux auxquels j'ai joué, et que tu dois peut-être pas connaître, qui s'appelait IL l'intrus. Voilà, ok. Un truc sur TO7 absolument obscur, qui était un jeu d'aventure dans un vaisseau spatial, dans lequel on conversait. Alors, je ne sais pas si on conversait avec l'ordinateur, mais enfin, on rentrait ses commandes dans la partie basse de l'écran, puis on avait de la 3D filaire, et il fallait échapper à un extraterrestre. Et c'était un jeu terrifiant, pas tellement parce que graphiquement il y avait quoi que ce soit de terrifiant, c'était un jeu terrifiant parce qu'il était fait pour martyriser les enfants de 6-7 ans que nous étions, parce qu'il était impossible à finir et d'une difficulté atroce. Donc ne jouez jamais à IL l'intrus sur TO7. Bah, nous, en tout cas, on était partis sur comme des références assez récentes. C'est-à-dire que la plus vieille référence qu'on avait, c'est Facade, qui est un des premiers jeux à avoir mis, enfin même un des seuls, à avoir mis un chatbot vraiment au cœur du gameplay. Donc dans Facade, c'est un peu particulier, c'est que vous jouez à la première personne, puis il y a un couple qui vous invite. Et alors là, on n'est pas du tout en science-fiction ou quoi, c'est juste une histoire. Vous êtes dans un appartement new-yorkais, puis le couple qui vous a invité à dîner se dispute. Vous devez les réconcilier, et donc vous le faites en tapant du texte. Et donc ça vous répond, etc. Mais est-ce que Facade, c'est pas très différent finalement de ce qui est devenu Event Zero, en dehors de la question de la SF? Parce que Facade, c'était un jeu où l'IA devait être crédible, justement. Bah, justement, là, les screenshots de Facade et dans la partie contrainte technique, c'est que en fait, c'est tout ce que Facade a fait qu'on ne va pas faire. Donc, on est parti de l'idée que le PNJ devait être un robot parce que sinon, on perdait en crédibilité. Mais bon, après, peut-être qu'on en discutera dans les parties plus loin. Mais bon, Facade a été en tout cas parmi nos références. Et là, pareil, en termes de genre de jeu, c'est un peu inclassifiable. Et donc, on était donc sur Survival Horror, puis quand on a dégagé les éléments d'horreur. On s'est mis à se décrire comme étant un thriller de science-fiction, volontairement en empruntant un genre du cinéma pour essayer d'accentuer la partie narrative du jeu. Puis bon, maintenant quand j'en parle, je dis que c'est un jeu de conversation. Mais par contre, on n'était pas du tout dans le jeu d'aventure textuel, et en fait les références de Zork et autres sont arrivées les premières fois qu'on a exposé les jeux à des professionnels. Ils m'ont fait « Ah bah tiens, ça me rappelle Zork, ça me rappelle Starship Titanic, etc. » Et là, t'es merde, Zork. Et en fait, bon, on était pas nés. Bah oui, non, on était vraiment pas nés en plus, hein, faut tout avouer. Mais le fait est que je pense qu'on est sur une approche très différente. C'est-à-dire que pour moi, Zork, Monkey Island, etc., c'est du jeu de devinette. C'est-à-dire que vous avez dites, bon, alors j'ai une situation, j'ai des éléments, quel verbe je peux utiliser sur quel élément pour débloquer la situation? Alors mettre la banane sur la souris, ça débloque le fromage, d'accord. Et des fois, il n'y a même volontairement pas de logique. Ils jouaient beaucoup avec l'absurde là-dessus. Et nous, on voulait vraiment pas faire du jeu de devinette. C'était vraiment pas l'idée de trouver la ligne de commande qui va débloquer l'IA, mais on voulait rentrer dans une logique de psychologie et pas d'optimisation. Donc, on voulait faire parler l'émotion, et on voulait que tout se fasse en langage naturel. Si bien qu'au tout début du jeu, en fait, on a des situations où on essaye de remarquer si le joueur a compris ça. Et dans le cas où effectivement le joueur ne fait que s'exprimer en ligne de commande, l'IA lui fait bon, tu pourrais montrer un peu plus de respect. Et il y a effectivement un tas de joueurs qui commencent comme ça, qui abordent le jeu en disant sudo, RM, etc. Et l'IA leur répond, je suis pas ton Linux. Ou alors elle lui fait sudo humain devient poli. Donc on a prévu tout un tas de choses comme ça, parce qu'il faut sortir le joueur de cette logique d'optimisation, de cette logique de casser le jeu, et on veut faire marcher. Je ne suis pas neuroscientifique ou quoi, mais l'autre partie du cerveau, on va dire, celle qu'on utilise rarement dans les jeux finalement, où on veut que le joueur arrête de chercher des patterns de gameplay et se mette à discuter, à accepter l'illusion, car c'est vraiment un jeu d'illusionniste, qu'il est face à une vraie IA. Voilà. Donc voilà, je parle de jeu de conversation, voilà, pour le décrire. En même temps, tu as cette dimension de l'humour qui était aussi un des marqueurs du genre aventure. Ouais.
Mais ça, du coup, c'est intéressant. On en reparlera peut-être quand on montrera la séquence jouée. Mais pour moi, ce qui distingue vraiment Event Zero du jeu tu disais d'énigmes, c'est ça, Monkey Island, du jeu de conversation que tu décris là maintenant, pour moi, ça se ressent directement dans les contrôles. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais le fait que, on l'a pas spécifié, mais les contrôles du jeu sont très particuliers. Contrairement à tous les jeux, on va dire, clavier traditionnels, vous n'avez pas ZQSD pour avancer, reculer, aller à droite à gauche. Vous cliquez gauche pour avancer et cliquez droit pour reculer. Ce qui veut dire qu'avec ce système-là, bon, ça laisse le clavier entièrement libre, évidemment, pour l'interaction textuelle avec la machine, c'est normal. Mais en même temps, vous vous privez de tout ce qui fait le jeu d'énigmes, c'est-à-dire l'interaction à je clique sur le pixel, je sais pas, je pense au jeu LucasArts de l'époque. Il y a un post-it sur le mur, je clique dessus. Comme tu disais, je le combine avec un autre élément, etc. Donc j'ai l'impression que ça se ressent vraiment dans la façon dont le jeu est codé, en fait, ce parti pris de générique. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne voulait pas que les joueurs cherchent des façons alternatives pour traverser les défis à l'IA. On voulait qu'ils se mettent dans la tête que leur seule façon d'avancer, c'est de coopérer avec l'IA. Ils n'avaient pas de choix là-dessus. Et si on avait mis des interactions dans l'environnement, les moments où l'IA bloque la porte parce qu'elle attend des excuses, etc., on aurait eu des joueurs, je pense, qui seraient fait le tour de la pièce en disant il doit me manquer un truc, où est la vis, où est le marteau. Et c'est le fait de priver le joueur de ça, c'est que du coup on dit voilà, ta seule manière d'avancer c'est l'IA et il va falloir faire avec. En même temps, vous avez conservé le regard sur vous avez conservé la recherche des objets dans la scène et dans les décors. Il y a quand même une fois où ça intervient, par exemple dans l'ouverture de la porte qui mène vers le pont. Alors bouchez-vous les oreilles si vous ne l'avez pas encore fait et que je vous spoil un des postes. Il faut trouver quand même un petit post-it qui est par terre. Donc il y a un tout petit peu de hidden object à certains moments. Mais il y a des énigmes, même il y a ce qu'on appelait les mini-jeux, il y a des séquences où on n'est plus avec l'IA, justement, on discute via les terminaux. Mais ce post-it, finalement, il faut le trouver dans l'environnement, mais après, il faut revenir vers l'IA et dire voilà ce que j'ai trouvé, aide-moi, qu'est-ce que je peux faire de ça. Elle fait mais attends, c'est peut-être une adresse mémoire qu'il y a dessus, etc. Donc il y a quand même toujours un retour avec l'IA et c'est vraiment le goulot d'étranglement de la progression. Ça participe du feeling. Ce que je trouve extraordinaire, c'est l'aspect, le mélange rétro-futuriste, mais en fait, ça concerne aussi le setting, on en parlera après, de tout cet aspect de rétro-science-fiction. Le fait de revenir à des modes de commande, moi, ce que je disais, c'est que la première fois que j'ai pris en main le jeu, ce truc d'avancer avec la souris. Alors pour les vieux joueurs qui ont connu Zork et après plus tard qui ont découvert Doom et les premiers jeux 3D, ceux qui se jouaient à la souris, on pouvait avancer en cliquant sur la souris. Moi, c'est un schème de contrôle que j'ai gardé pendant très longtemps. Donc, y compris dans l'interface et dans la fabrication de ces commandes bizarres de la souris, il y a quelque chose d'une boucle rétro. Alors là encore, c'était je connaissais pas ces références, tu vois. Disons que je n'ai jamais dirigé des personnages comme ça. Non mais justement c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je crois que Proteus permet de le faire, ou c'est dire, je sais plus, un des deux, des walking simulators connus. Mais c'est optionnel et personne ne le fait parce que tout le monde est habitué au classique schéma de contrôle. Mais nous, on l'avait fait parce qu'on avait, comme on voulait alterner séquence d'exploration, séquence de discussion. C'est une façon de faciliter le côté où tu arrêtes de discuter, tu veux bouger, et là ça fait z sur ton écran, parce qu'on a tous eu ce problème-là dans les MMO quand on discute avec des joueurs et puis qu'on reprend le jeu en main. Et donc c'est une façon du coup de rendre le jeu très fluide. On voulait pas bloquer le joueur sur un terminal, genre verrouiller sa caméra, etc. On voulait vraiment qu'il puisse taper du texte et contrôler son personnage. Pour nous, ça renforçait l'immersion. Ça permet aussi vraiment d'abandonner cette idée. Si tu dois contrôler le jeu avec la souris, on dit aussi aux joueurs, tu ne seras jamais challengé sur tes capacités à esquiver, sauter et t'accroupir. C'est ça, on oublie. Ce sera vraiment sur la partie de conversation. Il y a quelque chose de très amusant là dans la discussion que vous avez, c'est qu'on est en train de se poser la question de pourquoi, si on se contrôle à la souris, ce jeu, alors que ce qui est très drôle, c'est qu'en réalité, tous les jeux que tu as mentionnés, là, les jeux d'aventure, en tout cas ceux qui avaient une interface graphique, dont Monkey Island, Myst, etc., en réalité, le contrôle se fait à la souris. Parce que je veux dire, c'est que le contrôle, c'est pour ça que ça s'appelle des point and click. On clique dans un endroit de l'écran, le personnage se déplace, il n'y a pas de contrôle ZQSD. Et que là, finalement, c'est paradoxal, on est trompé peut-être par, je sais pas, la 3D, et puis le fait qu'il y a une composante d'exploration à la première personne, et on déplore le fait qu'on se déplace à la souris, mais en réalité, dans l'ADN du jeu d'aventure, on s'est toujours déplacé à la souris. C'est ça qui est rigolo, mais je sais pas ce que tu en penses, ou si tu... Non, je vois bien. Là, après,
c'est vraiment particulier. Enfin, les contrôles sont vraiment liés à la caméra dans le jeu vidéo. C'est ce qu'on appelle les 3C. Et c'est vrai que l'approche, du coup, même si c'est deux jeux qui se jouent à souris, l'expérience du coup est quand même radicalement différente. Mais moi, c'est vraiment un mode de contrôle que j'apprécie. La souris, parce que ça me permet de jouer, et puis en me tenant la tête comme ça, pour moi c'est vraiment une façon de jouer qui est très reposante en fait, et ce qui est bien qu'après quand j'ai repris des FPS etc, je cliquais et puis je fais ah merde je tire, ah oui putain, c'est comme ça que ça marche. Parce que là du coup toute la partie hidden object où il faudrait cliquer sur des objets et chercher le pixel est désactivée d'emblée par le schème de contrôle. Mais tu nous disais aussi que certains joueurs essayent de rétablir comme ils peuvent ou désespérément le schème de contrôle auquel ils sont habitués. Bah, on a laissé on a laissé la possibilité dans les options de revenir à un schéma classique parce qu'il y a des joueurs qui s'y font jamais. En fait, c'est très déstabilisant au début. Et puis bon, quand on se trouve face à un terminal, on comprend et puis on s'y habitue. Mais il y a, je sais pas, 5% de joueurs qui, du début à la fin, disent mais qu'est-ce qu'il leur a pris, pourquoi, etc. Donc pour eux, on a mis la possibilité de replacer le schéma de contrôle classique, mais du coup, ça a eu comme effet de bord que les gens qui se seraient habitués à ça, dès le début, quand ils voient ah merde, ça souris, c'est bizarre, ils vont dans les options et font ah oui, on peut changer, ouf, et puis ils changent et puis du coup, ils découvrent le jeu autrement. Après, le schéma de contrôle au clavier, je le trouve plus agréable quand on est dans l'espace, pour le coup. Parce qu'il y a des phases d'exploration où tu es en jetpack dans l'espace. Et là, pour le coup, vu qu'on se déplace en 3 dimensions, etc., c'est un peu plus simple, c'est vrai, de pouvoir du coup strafer, etc. Mais bon, là encore, on ne challenge pas trop. Le jour là-dessus, il n'y a pas des lasers à éviter ou je ne sais quoi, donc c'est pas très rare. Moi, il y a une question que tu as posée sur laquelle j'aimerais bien que tu reviennes, enfin, si tu veux, c'est la question de qu'est-ce que ça raconte de notre rapport à la machine aujourd'hui. Parce que si je me représente assez facilement le fait qu'en 68, dans 2001, on était angoissé de notre rapport à l'ordinateur, pourquoi aujourd'hui, en 2016, dans une génération où tout le monde a grandi, enfin non, ça dépendait évidemment, mais en tout cas, on a beaucoup plus de facilité. On a eu beaucoup plus de facilité étant enfant à grandir avec l'interface, avec l'ordinateur. Pourquoi est-ce que, comme tu dis, cette mode rétro-futuriste revient? Pourquoi les développeurs s'angoissent à nouveau devant les interfaces, les lignes de code et parce que tu parlais Event Zero évidemment, mais on pouvait parler aussi d'un petit jeu indépendant, Pony Island. Je ne sais pas si vous y avez joué. Pas joué. Non, t'es pas joué. Ou pareil, t'es devant une borne et la borne bug et t'es là en train de chercher dans les fichiers comment la réparer. Bon. Enfin, comment t'expliques ça, toi? Pourquoi est-ce que vous avez 25 ans, est-ce que vous vous êtes intéressé à ce rapport comme ça, à une interface informatique compliquée, défectueuse, manipulatrice en un certain sens? Il y avait plusieurs choses qui ont motivé ce choix. Déjà, esthétiquement, quand on s'est joué, c'était en 2013, et on avait envie de faire un peu de la rétro SF. On aimait beaucoup des films comme 2001 ou Solaris. Et donc c'était il s'est trouvé qu'on a été plein à avoir la même idée en même temps dans le monde du jeu vidéo. Alien Isolation n'était pas encore annoncé à ce moment-là, je tiens à le dire. Mais donc on avait envie de faire ça, et en fait ça nous permettait de justifier beaucoup de choses mécaniquement en fait. Le fait déjà de devoir s'exprimer par texte avec une IA. C'est vrai qu'aujourd'hui on a Siri, il comprend la reconnaissance vocale. Ça n'aurait pas de sens qu'on doive aller à des terminaux dans un vaisseau du futur. Et puis le fait que l'IA soit imparfaite surtout, que le vaisseau en fait soit totalement au bord de l'agonie, que la moitié des choses ne marchent pas. Et ça, c'est des choses qui ne pouvaient être justifiées que si on tombait sur un vaisseau qui non seulement datait de longtemps, et puis avait traîné longtemps aussi dans l'espace sans être entretenu. Donc pour nous c'était motivant, mais le personnage principal, lui, alors il vient de 2012, donc c'est le futur, c'est dans une uchronie en fait où le 2012 on est arrivé à un niveau technologique bien plus élevé, et du coup ça se voit en fait au tout début dans le vaisseau par lequel on arrive, où on a pour le coup des vraies interfaces tactiles avec des hologrammes, je sais plus quoi, il y a des néons dans tous les sens. C'est pour aussi jouer justement avec le contraste, pour dire tu vois, tu étais dans Mass Effect et puis d'un seul coup tu te retrouves chez ta grand-mère. Toujours sur cette question-là du jeu d'aventure, des choses auxquelles que j'avais oublié en fait dans le premier run, puis qui m'est revenu là, en y rejouant, c'est toute l'intro et la mise en place. Donc la mise en place est extrêmement originale du jeu, parce qu'on n'arrive pas directement dans la position de l'avatar à apprendre comment le contrôler, mais on arrive avec un petit jeu textuel. Là, cette fois-ci, à choix multiples, on peut choisir ses réponses.
et qui a une dimension de stylisation. Là, tu disais, il faut peut-être que c'est pour ça d'ailleurs, je sais pas, installer ce rapport à la machine dans lequel il faut dire quelque chose de soi, lui donner son nom, lui donner ses préférences, sa petite histoire personnelle. Qu'est-ce que vous aviez en tête derrière cette intro-là? Parce qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu... Ça pourrait introduire de la confusion, puisque le mode d'interaction va être très différent par la suite. Il y a eu beaucoup de choses. En fait, ce serait dur de justifier cette intro sans vraiment raconter toute l'histoire qu'il y a derrière. À la base, on avait un problème. Enfin, on faisait jouer le jeu, donc du coup, sans intro, sans contexte, et ça a été comme ça pendant jusqu'à 6 mois avant la sortie. Et on mettait les gens devant le jeu, on leur disait rien. Et du coup, ils disaient à l'IA qui est-ce que je suis, etc. Et donc l'IA leur expliquait. Et si vous demandez à l'IA d'ailleurs qui vous êtes, elle peut vous raconter en fait ce qu'on vous raconte un peu dans l'intro. Mais il y avait des choses qui étaient un peu incohérentes. Déjà, le fait que l'IA sache ces choses sur vous. Et que on était, enfin, ça n'a pas de sens finalement que quelqu'un débarque dans un vaisseau et dise au fait je suis qui. Et comme on est sur un jeu de roleplay, c'est pour nous ça nuisait à l'immersion et à l'interprétation du personnage par le joueur, parce que c'est vraiment c'est un jeu de roleplay. Et donc il fallait donner un background aux joueurs au début. Et donc on s'était dit au début qu'on ferait une cinématique. Et puis en fait, ça coûte de l'argent. Donc on n'a pas fait de cinématique et on était bloqué, on était vraiment bloqué. Et puis Firewatch est sorti et on a fait oh merde. C'est donc ça la solution. On peut tout simplement passer par le texte et ça nous a aussi. Alors, Firewatch, ça se passe comment? Il y a une intro textuelle aussi. Alors faites un peu différemment, mais il y a une intro textuelle qui nous a, on va dire, c'est pas qu'on n'aurait pas pu y penser, mais on aurait été trop complexé à l'idée de le faire. Et voyant un monument comme Firewatch le faire, on se dit bon, si Firewatch le fait, on nous pardonnera de commencer les jeux par du texte. Et ça nous permet du coup de sortir un peu du cliché aussi du je suis un amnésique qui me retrouve je ne sais pas où. Et donc ça nous, du coup, voilà, ça permet de donner des informations aux joueurs pour qu'ils puissent interpréter le roleplay. Ça permet aussi de le poser calmement dans un jeu qui prend son temps, où on dit voilà, tu vas pas t'amuser à speedrunner, tu vas pas t'amuser à faire ce genre de choses. Et puis ça nous permet aussi de récupérer à droite à gauche quelques informations. On avait des soucis, par exemple, on voulait savoir quel pronom l'IA utilise pour s'adresser aux joueurs, ce qui n'est pas vraiment visible en anglais. Du fait que ce soit une langue absolument pas genrée, mais dans la version française qui sort tout bientôt, c'était essentiel. Bon, il y avait des petites choses à droite à gauche de ce type-là. Voilà. Et est-ce que l'IA en fait quelque chose ensuite dans la conversation? Parce que c'est une des questions que je me suis posée en jouant. Dans quelle mesure ça pouvait influencer la suite du jeu? Parce que ce que je trouve fort dans ces procédés, c'est, comme tu dis, s'il s'agit d'amener le joueur à la conversation, il faut révéler des choses de soi, quoi. Et en le rejouant, par exemple, j'étais infoutu de sélectionner d'autres réponses que la première fois, parce que j'ai envie d'être ce personnage-là plutôt qu'un autre. Alors, nous, ce qu'on aurait voulu, effectivement, c'est amener un peu du wow effect avec l'IA qui ressort des choses de ton passé, etc. Après, comme ça arrivait tardivement, l'intro, ça fait que voilà, on n'a pas forcément eu le temps de tout faire. Il y a des moments dans le jeu, sur certains dialogues, etc., où quand par exemple elle essaye de te convaincre de faire quelque chose pour te ramener sur Terre après, elle te dit mais pense tu vas pouvoir revoir bidule ou machin ou des choses que tu as sectionnées après, mais c'est vrai que c'est moins présent et je dirais c'est presque pas grave parce que les joueurs oublient très vite ce qu'ils ont sélectionné dans cette intro vu que c'est pas vraiment le cœur du jeu. Il y a, pour moi elle est vraiment juste surtout le rôle en fait de mettre dans l'ambiance, de donner un contexte et après bon elle peut être oubliée. Voilà, c'est pas. Oui, je tiens à préciser que là, j'étais un peu idiot, j'ai pris que des screens dans lesquels il n'y a pas de choix en fait. Mais en réalité, vous voyez la ligne en orange, vous avez normalement plusieurs possibilités. On vous demande par exemple d'où est-ce que vous venez. Vous avez voilà, je viens d'une ville ravagée par la guerre, je viens d'une communauté hippie, je viens de, je sais plus quel est le dernier, slum. Non, oui, c'est ça, un bidonville. Un bidonville. Voilà, bon, vous pouvez choisir. Peut-être que on va passer si on va avoir le temps de traiter les autres questions après. C'est vrai qu'il y a des questions de Nietzsche dans oui. dans les réponses et Kaizen nous en parle souvent.
Oui, en fait, il y a... C'est quoi ce nietzschéisme caché de l'intelligence Ah oui, non, mais le jeu est très intellectualisé, moi je trouve. Hein. Il y a du Nietzsche, il y a du Hegel, il y a. Ouais. En fait, c'est. Bon, alors là-dessus, je vais être très franc. Moi, je suis pas du tout un expert des philosophes, mais c'est plus mon collègue Sergueï qui a mis ça en place. Mais l'idée, c'est qu'il y a plusieurs personnages et qui ont chacun vraiment leur philosophie. Et finalement, on se rend compte dans l'histoire que tous les problèmes viennent d'opposition et d'incompréhension entre différents égos. Et donc Kaizen, elle a été conçue par ces personnages, donc on retrouve les restes un peu, et elle vous en parle, elle vous les ressort régulièrement. Donc peut-être s'il y a des questions autour, alors plutôt de la thématique du jeu d'aventure, c'est ça, et de l'évolution du genre. J'ai une question sur le genre. Alors j'ai joué un petit peu au jeu, mais mon ordi il est pas assez puissant, donc j'ai pu jouer que 10 minutes. Mais on a beaucoup parlé du jeu d'aventure et tout ce qui concerne l'aspect textuel. Alors c'est une partie très importante du jeu et c'est ce qui fait en quoi il est innovant. Mais du coup il y a toute une partie aussi sur l'exploration ludonarrative, le fait de découvrir un univers via les décors. Et donc du coup est-ce qu'on peut parler des influences, on peut retrouver du Portal, du BioShock, du Gone Home, mais un petit peu de cette partie-là, voilà. Alors c'est vrai que Portal, on nous le sort souvent. Je pense que BioShock, que tu cites, a eu peut-être plus d'influence. Il y a eu notamment cette scène où, au tout début, on présente un film qui raconte un peu le contexte. Ça, c'est BioShock, il n'y a pas à se cacher. Mais oui, c'est un jeu d'exploration d'environnement, donc la narration par l'environnement, c'était quelque chose d'important, et ces jeux-là, Portal et BioShock, le font extrêmement bien. Nous, on a été beaucoup influencés par Gone Home, qui était sorti un peu au même moment, au moment où on a commencé le jeu. Il y a aussi des choses dont on n'a pas trop parlé, qui sont les énigmes, donc ce qu'on appelle les mini-jeux dans l'équipe. Il y a des moments où le Kaizen disparaît, laisse place à un programme où on va devoir... faire des espèces de mini-jeux de hacking ou ce genre de choses. Voilà, toutes ces parties-là sont en fait pour nous, que ce soit l'exploration ou ça, c'était donner des pauses aux joueurs. Parce qu'il y a quelque chose qui nous faisait peur au début, c'est qu'on s'est rendu compte que la converser, c'était extrêmement fatigant intellectuellement, surtout par rapport à ce à quoi on est habitué dans le jeu. Et on s'est dit, mais si on fait 2 heures de conversation non-stop, les joueurs ils vont fumer du cerveau après, ça va être un peu désagréable. Et donc le fait, par exemple, même qu'on est bloqué dans une conversation, le fait de pouvoir sortir, explorer, faire un tour de la pièce, dire ah mais j'avais pas vu ça, etc. Ou alors qu'après une grande conversation avec l'IA, pouf, on se retrouve face à un mini-jeu et qu'après on retrouve Kaizen et là finalement on est content de le retrouver, il nous saoule un peu, mais c'est vrai que tu m'as manqué Kaizen. C'est des choses qui permettent de fluidifier le jeu et de renforcer l'attachement envers le joueur. Et puis bon, là j'en parlerai aussi au moment où on discutera plus de l'IA elle-même, mais l'environnement et la partie exploration de l'environnement, c'est une astuce pour nous pour contrôler, manipuler le joueur sur les sujets qu'il va aborder avec l'IA. C'est-à-dire que si on avait été juste un chatbot, juste une interface avec du texte et tout, on aurait été très tenté de parler des résultats du foot ou ce genre de choses. Alors que là, on va s'attacher à ce qu'on voit finalement et rebondir sur ah tiens, j'ai vu ce pot de fleurs, etc. Et là, Kaizen peut en parler. Parce que pour nous, on peut anticiper en fait, en se basant sur ce qu'il y a dans l'environnement, on peut anticiper ce que va dire le joueur. Donc tout ça pour dire que oui, c'est un jeu d'exploration aussi, mais c'est pour avant tout soutenir la mécanique de conversation. Voilà. Merci beaucoup. Ça marche ou pas là? Oui, c'est bon. Ouais, moi je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à la question du speedrun, d'autant plus que la GDQ vient de se terminer, donc on vient de voir beaucoup de speedrun. Je trouve ça assez intéressant ce que tu dis sur le but, c'est de créer quelque chose dans lequel le but n'est pas forcément l'optimisation, ce qui est le cas à peu près dans n'importe quel jeu, même quand on est dans un jeu d'action, dans un Doom, etc. Le but c'est d'optimiser sa vie, etc., ses déplacements, et de rentrer dans un rapport psychologique. Mais je voulais te demander à quel point c'était réellement possible, parce que ça paraît presque antinomique avec le fait qu'on joue avec une machine. Et du coup, est-ce que vraiment, si jamais on voulait faire un speedrun de ton jeu, est-ce que ce serait possible ou est-ce que ce serait vraiment pas possible? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un ensemble de choses à écrire qui seraient optimisées? Et même dans la logique il y a parfois, on ralentit à travers aussi des éléments du décor, etc. Dans n'importe quel jeu, il y a des moments où dans la narration, on décide de la ralentir ou de l'accélérer. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des possibilités justement de passer outre et de rentrer malgré ça? Autrement dit, est-ce que c'est vraiment possible, même quand le but c'est de dire
l'important, on va dire, c'est d'avoir un rapport, c'est la question psychologique du rapport à l'IA, comme ça a été fait dans beaucoup de jeux, de tordre un petit peu cette volonté-là et de quand même dire non, on va rentrer dans une logique d'optimisation parce que c'est une machine, parce que j'ai un rapport fondamentalement à un ordinateur, même si c'est une IA dans un ordinateur, enfin une IA narrativisée dans un ordinateur, mais on va quand même rationaliser ça à mort pour pouvoir le speedrunner. Alors, il y a plusieurs choses. Si tu veux speedrunner Even Zero, c'est tout à fait possible. Nous, on le fait en tant que développeur pour le tester. On connaît exactement quel mot dire à quel moment, avec le moins de lettres possible pour que l'IA ouvre la porte. Mais tout le système en fait, de l'IA est opaque. En fait, ce qu'on a fait là, c'est l'inverse de ce qu'est un bon game design théoriquement. C'est-à-dire qu'un jeu, il y a des patterns, et puis le joueur apprend les patterns, il les mémorise, il les maîtrise, et là, il ressent de la joie, etc. Et puis à la fin, quand il les connaît tous, il s'ennuie, il quitte le jeu. Nous, on fait l'inverse, c'est que les patterns sont totalement opaques. On te dit à aucun moment quelles sont les émotions de l'IA. On te les laisse comprendre à travers le dialogue, mais on ne te les montre pas. On t'explique pas comment l'IA fonctionne. En plus, le jeu est assez court, ce qui fait que tu n'as même pas le temps finalement de faire du rétro-engineering et te dire ah bah tiens, j'ai remarqué que quand je disais ça, systématiquement, c'est bon, ça mettait dans une émotion joyeuse. Parce que donc on va dire qu'on a fait tout ça pour conserver le joueur dans cette espèce d'état un peu assez rare finalement, donc il est l'état vraiment d'empathie pure, où il réfléchit avec ses émotions. Mais on a des joueurs qui tombent jamais là-dedans et qui essayent de rusher le jeu, qui sont énervés parce que l'IA répond à côté, parce qu'elle n'a pas obéi au truc, etc. Et il y a un moment, c'est un jeu psychologique. Il y a des gens juste qui vont pas l'apprécier. Ça, là-dessus, je peux pas leur en vouloir. Voilà, ça fait partie aussi de son vécu, de son background et de sa façon d'appréhender ce genre de jeu. Alors du coup, j'ai l'impression que c'est une transition parfaite pour aborder la deuxième question, qui est celle de l'IA, qui est quand même au centre, en tout cas des promesses du jeu. Alors Mathieu, je vais te laisser en parler. Toi, tu avais l'impression qu'il y avait un malentendu à ce sujet. Oui, alors un malentendu, j'ai l'impression dans la réception autour de la question de l'IA, sans doute parce que c'était le point d'entrée aussi. C'est-à-dire que le jeu était pitché comme ça, il était vendu comme ça, à travers la conversation avec une intelligence artificielle, et ça évoque des choses très très fortes sur le plan symbolique, sur le plan historique, cette idée que voilà enfin un jeu dans lequel on va avoir une intelligence artificielle, dans la mesure où cette idée de l'intelligence artificielle, c'est un espèce d'idéal et pour l'informatique et aussi par transition pour les joueurs de jeux vidéo qui sont toujours en attente de ce que serait un jeu avec une véritable intelligence artificielle. Alors, ce que je voulais dire là, c'est pour ça qu'il y a cette image rétro d'un article magnifique sur la première compétition de Space War, un des premiers jeux vidéo. Là, ça se passe au début des années 70, mais le jeu vidéo vient de cette culture des laboratoires universitaires américains, de ces laboratoires d'intelligence artificielle. Donc cette question de l'IA, elle a la partie liée historiquement avec les jeux vidéo de manière très 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 nette. Voilà, c'est juste ce que je voulais rappeler. Mais derrière l'IA, il y a un certain idéal de la technologie, c'est-à-dire une technologie, en tout cas dans sa première version de l'IA ou la première imagination de l'IA autour du test de Turing, enfin, l'idée d'une machine intelligente, il y a l'idée d'un double, c'est-à-dire d'une machine qui serait parfaitement capable de converser avec un être humain et de telle sorte qu'on ne puisse plus savoir si on a affaire à la machine ou à un être humain. C'est-à-dire que la tromperie serait parfaite dans ce modèle-là de l'intelligence artificielle. Voilà. IA, ça me fait penser, de ce point de vue, l'intelligence artificielle, ça me fait penser à la question de la réalité virtuelle aussi pour le jeu vidéo. Enfin, on a deux objets comme ça, intelligence artificielle, réalité virtuelle, qui sont régulièrement ramenés, en tout cas par la presse, comme étant l'avenir du jeu vidéo. C'est deux grandes promesses pour le jeu vidéo. Alors deux promesses qui vont dans des directions différentes. Si on dit réalité virtuelle, la promesse c'est celle de l'immersion totale, perdre le cadre de l'écran et celle de la téléprésence, être transporté dans un univers différent. Dans le cas de l'IA, la promesse est un peu différente. La promesse, c'est la promesse d'interaction riche et crédible
prise en charge par la machine, et en particulier la possibilité de la conversation. Alors, on en a des figures de cette IA idéale. Une des figures aujourd'hui qui nous est présentée, alors du jeu vidéo idéal, c'est peut-être ce que présente la série Westworld, dans lequel on a affaire à des intelligences artificielles conversationnelles qui sont crédibles, de plus en plus crédibles, et avec la question évidemment du devenir de l'intelligence artificielle. Je ne spoile pas la série. Façade était dans mes points de référence, parce qu'effectivement, dans l'histoire des jeux vidéo, c'est un des rares, mais je ne pense pas le seul, à avoir joué sur cette question-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut bâtir un jeu non pas sur l'exploration spatiale, non pas sur la voie finalement réalité virtuelle, mais sur la voie de la conversation parfaitement crédible avec un ordinateur, avec une machine. Il me semble d'ailleurs que dans l'histoire des jeux, je n'ai pas retrouvé la référence, mais je me souviens avoir entendu dire qu'il y a eu déjà des jeux développés autour de chatbots. Et que dans les origines du jeu d'aventure japonais, et notamment du visual novel, il y a des adaptations de Elisa, le fameux chatbot de Weizenbaum, voilà, dans lequel le but du jeu n'était pas autre chose que de converser avec une machine, et d'y converser, comme dans Façade et comme dans Event Zero, sur un mode qui n'est pas un mode rationnel, mais qui est un mode émotionnel. C'est-à-dire l'idée que la machine puisse me permettre d'exprimer des émotions intimes, parce que je suis dans une situation intime. Voilà. Un des jeux qui est au croisement de même plus qu'un jeu, une formule ludique qui est au croisement de cette question de l'IA et de la réalité virtuelle, il me semble que c'est GTA, hein, dont vous avez l'image ici. GTA, on peut dire que c'est, du point de vue de l'immersion, comme ça, de l'entrée dans un univers, de la téléprésence, ben ça y est, on est allé au bout, c'est réussi. Enfin, l'environnement urbain est simulé, on peut s'y promener, on peut faire tout et n'importe quoi. Sauf que dans GTA, il y a une chose qu'on ne peut pas faire, et une seule, qui est pourtant la chose qui définit l'urbanité, c'est-à-dire la conversation. Et à la place, par quoi est-ce qu'ils ont remplacé ça? La possibilité de la conversation a été remplacée par la possibilité du coup de poing. Ce que vous avez dans le screenshot. Mais c'est logique, c'est presque un choix de design. J'ai l'impression que la violence de GTA, eh bien, c'est le miroir de l'absence de l'IA. C'est-à-dire, dans la mesure où on ne sait pas faire des entités capables de converser dans la ville, eh bien, faisons des entités capables de donner des coups de poing, parce que ça, l'ordinateur est capable de le faire et est capable de le gérer. Et en même temps, il y a toujours cette attente-là de qu'est-ce qui se passerait si les entités que l'on rencontrait à l'intérieur de l'univers étaient capables de tenir une conversation. Donc c'est en ce sens-là qu'il me semble que, de la même manière que la réalité virtuelle, on pourrait dire que l'intelligence artificielle fait partie des grandes promesses autour du jeu vidéo. Et c'est quelque chose qu'on a vu, je crois, dans les reviews. Alors voilà, on arrive au malentendu. À malentendu, donc j'ai retrouvé en allant chercher les reviews. En gros, vous avez dû voir ça régulièrement. Les gens se plaignent de deux choses. Il y a gna gna gna, le jeu est trop court. Bon, ça c'est classique. Et puis la deuxième chose, mais ça marche pas. La promesse a été trahie, c'est-à-dire que Kaizen, là, qu'est-ce que ça nous dit? Ma fascination initiale avec Event Zero s'est transformée en déception. Comment est-ce que je suis supposé construire une relation avec une intelligence artificielle qui n'arriverait même pas à tromper un gamin de 4 ans au test de Turing? Et puis, autres reviews, là, Adventure Gamer, hyper sévère. Alors, c'est les côtés négatifs. J'ai pris que les côtés négatifs dans la review, ça doit être absolument atroce à entendre, mais Kaizen, l'IA de Kaizen n'est pas aussi robuste, blablabla, et quelques commandes, ça suffit. Mais je disais que ce malentendu, moi je l'ai reçu personnellement. Je dis à mon frère, joue à ce truc, c'est génial. Et il revient en me disant, bah, ça marche pas, l'intelligence artificielle, regarde, elle répond pas comme attendu. Or, moi j'ai l'impression que c'est là que c'est justement là que Event Zero est intéressant, c'est-à-dire en proposant une intelligence artificielle qui ne fonctionne pas sur le mode du double, qui ne fonctionne pas sur le mode du double parfait sous la forme de la conscience de remplacement intégrale avec laquelle il faudrait discuter, mais plutôt sous la forme de ce qu'on pourrait appeler l'espèce compagnon, enfin je reprends le terme à Haraway, c'est-à-dire quelque chose d'autre que moi, humain, et que je vais pouvoir faire jouer. Et à la limite, moi j'ai l'impression que là-dedans, la question du jeu est centrale, si vous voulez. La réalité virtuelle, l'environnement serait tellement parfait qu'il n'y aurait même plus besoin de jouer, au sens de développer des conduites de fiction, de l'ordre du faire semblant, etc. Et là, c'est parce que Kaizen est déconnant. Ce que le jeu nous dit au point de départ, on voit qu'il y a des fusibles qui sautent. Enfin bon, si on n'a pas compris que c'était du bricolage, c'est vraiment qu'on n'est pas capable de regarder l'environnement. Donc tout le jeu nous dit, passe son temps à accumuler des indices sur le fait que l'IA
et déconnante. Mais c'est ça qui ouvre un espace de jeu. C'est-à-dire que et ce que tu disais là, c'est absolument extraordinaire sur l'ambiguïté de ces réponses. C'est vrai qu'on ne saura jamais comment c'est fait. On n'est pas capable d'ouvrir la machine et de savoir. Et une bonne partie du temps, là, ça suppose de la part de celui qui joue tout un jeu d'interprétation. Donc j'ai l'impression que cette faillibilité de l'IA, c'est ce qui fabrique une place pour le joueur. Ah, j'avais mis, mais ça c'est formidable. Donc les dialogues mais à mon avis, on est dans ce registre-là. Alors qu'est-ce que c'est ce truc? C'est le dialogue que reproduit Weizenbaum, le programmeur Weizenbaum, avec Elisa, donc l'un des plus fameux chatbots, robots de conversation de l'histoire de l'informatique. Et qu'est-ce que c'est qu'Elisa? C'est une petite machine à trucs, c'est un programme assez simple qui détecte des mots-clés dans la conversation et qui relance sur les mots-clés. Donc il est censé simuler un psychothérapeute rogérien qui renvoie les questions au patient ou à la patiente. Donc quand on lui dit oui, bah, ça va pas bien, ah bon, ça va pas bien, c'est ce que va répondre le robot. Vous voyez, c'est des trucs conversationnels très très simples et ça peut donner des conversations aussi extraordinaires que celle-ci. Peut-être j'en lis des petits bouts. La patiente, les hommes sont tous les mêmes. Elisa, en quel sens? Il n'arrête pas de nous agacer pour une chose ou une autre. Pensez-vous à quelque chose en particulier? Vous voyez ce que fait le robot? Il retourne simplement la phrase sous forme de question et c'est parti. C'est parti là pour la femme qui converse avec le robot ici. Eh bien, mon petit ami m'a fait venir ici. Votre petit ami vous a fait venir ici? Il dit que je déprime la plupart du temps. Je suis désolé d'apprendre que vous déprimez. Magnifique. Un mot-clé dépression a déclenché ici une espèce d'empathie à 2 balles. C'est vrai, je suis malheureuse. Pensez-vous, waouh, il commence à être intelligent dans ces structures, pensez-vous que venir ici vous aidera à ne plus être malheureuse? J'ai besoin d'aide, cela semble certain. Que signifierait pour vous le fait de recevoir de l'aide? Peut-être pourrais-je apprendre à m'entendre avec ma mère. Dites-moi davantage sur votre famille. Mère déclenche le mot-clé famille. Ma mère s'occupe de moi. Qui d'autre s'occupe de vous dans votre famille? Mon père. Votre père? Par certains traits, vous ressemblez à mon père. Ça devient absolument génial. Quelle ressemblance voyez-vous? Vous n'êtes pas très agressif, mais je présume que vous ne voulez pas que je remarque cela. Qu'est-ce qui vous fait penser que je ne suis pas très agressif? Vous ne vous disputez pas avec moi. Pourquoi pensez-vous que je ne me dispute pas avec vous? Vous avez peur de moi. Cela vous fait-il plaisir de croire que j'ai peur de vous? Mon père a peur de tout le monde. À quoi d'autre songez-vous lorsque vous évoquez votre père? Aux brimades. Et le robot, dernière phrase, dernier mot pour le robot, cela a-t-il un quelconque rapport avec le fait que votre petit ami vous a fait venir ici? Donc là, ici, il me semble que, je ne sais pas si c'est un type idéal de ce qu'on peut faire avec les machines, mais vous voyez à quel point, ici, une machine d'une simplicité extrême et aussi une ouverture extrêmement puissante vers l'intimité. Alors dans le cas de Elisa, une bonne partie du jeu repose sur le fait que la patiente ne sait pas qu'elle parle à un robot, mais en même temps, c'est une opportunité pour se livrer. Et peut-être que ça marcherait encore mieux ou aussi bien, sachant qu'on parle à un robot. Voilà, on peut lui dire des choses ou lui écrire des choses qu'on n'aurait jamais pu dire ou écrire autrement. Et il suffit finalement de choses très très simples. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'est-ce qui fait la richesse de la conversation? Ce ne sont pas les mécaniques du chatbot, elles sont rudimentaires. Ce qui fait la richesse de la conversation, c'est que l'être humain comble les trous et fait tout le travail. Donc, il me semble qu'avec Kaizen, il se produit quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire avec une IA compagnon plutôt qu'une IA parfaite qui répond à tout. Exemple là aussi de fiction contemporaine sur la question de l'intelligence artificielle et de ses limites, et de la part de l'humain, du rôle de l'humain pour converser avec cet objet incomplet qu'est l'IA, l'épisode fabuleux de Black Mirror sur cette pauvre femme qui perd son compagnon et qui le retrouve de manière décevante sous la forme d'une intelligence artificielle. Voilà. Donc il me semble qu'on est là. C'était ça une des choses moi, que j'ai trouvé fascinante dans Event Zero, c'est le fait que l'IA soit sur ce modèle-là du compagnon plutôt que du type idéal de l'intelligence parfaite. Alors il y a quelqu'un qui l'a exprimé de manière, je trouvais, extraordinaire. Je voulais mettre une review et positive et aussi, je trouve, voilà, avec beaucoup de sensibilité et d'intelligence après avoir balancé les reviews que vous avez dû voir passer en boucle sur oh mon Dieu, c'est pas une vraie IA. Celle de Rami Ismail, donc du game designer, qui fait de Event Zero un de ses jeux favoris de l'année et qui dit la chose la plus intelligente dans ce jeu, c'est l'inversion de la confiance
que seule donc une fiction interactive peut produire ou peut amener. Dans le monde réel, si Google, Siri, Alexa, Cortana, etc., là, tous ces assistants ne nous répondent pas, c'est gênant. Mais dans le monde d'Event Zero, ça peut être la différence entre la vie et la mort, et tout se construit sur ce faire comme si, se rapporter donc à une autre logique, une logique différente. Event Zero nous oblige à évaluer les relations homme-machine et à développer donc du conflit autour de ça. Voilà, il faut apprendre à communiquer avec quelque chose qui n'est pas vous-même. On est dans cette différence avec l'intelligence artificielle. Donc mon bundle de questions, c'est qu'est-ce que vous aviez en tête par rapport à cette question de l'IA, sachant que Façade, on a parlé un peu de Façade. Façade était dans la promesse de vous allez vraiment y croire complètement. Mais quelle place il reste aux joueurs si on y croit complètement? Donc est-ce que vous êtes plutôt dans cette IA sous la forme du double, plutôt dans cette IA compagnon, je vais dire différente, dont on reconnaît l'altérité? Comment vous recevez ces réceptions et quels effets ça a eu sur la réception? Il y aurait 15 millions d'autres choses à dire aussi. Est-ce que dans les prochains jeux, c'est un sillon que vous souhaitez creuser? Utiliser éventuellement d'autres technologies d'intelligence artificielle, et comment est-ce que vous avez procédé pour celle-là? Voilà, une masse de questions. Tu me les rappelles si j'en oublie lors de mes réponses. Parfait. Alors, oui, enfin, le jeu a vraiment été a commencé comme un anti-Façade, dans le sens où on disait bon, moi j'ai adoré Façade. Pas pour le jeu lui-même, mais pour ce que ça m'a inspiré. Je me suis dit, mais c'est génial et il y a moyen de faire quelque chose de splendide avec. Et j'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas d'autres jeux avec des chatbots. Et je me suis dit que Façade avait envoyé un mauvais message en fait. Les gens l'ont vu, ils disent ah bah, ça marche pas. Et ils se sont arrêtés là-dessus. Et je me suis dit non mais ça pourrait marcher. Et l'idée c'était pas de faire une IA qui réponse à tout. Enfin sinon j'arrête le jeu vidéo, je fais le test de Turing et je deviens riche. Mais je pense que ce serait bien. Je pense qu'on pourrait faire des bons jeux comme ça. Enfin, moi, je suis un grand joueur de jeux de rôle papier. Et quand le MJ interprète un PNJ puis un autre, finalement, on est dans du langage naturel. On se retrouve sur d'autres formes de jeux qui sont inaccessibles en jeu de société ou en jeu vidéo. Et je pense qu'on pourrait faire des chouettes jeux avec, mais bon, c'est pas d'actualité. Mais par contre, il y avait moyen d'utiliser le chatbot pour l'utiliser d'une façon qui comblerait les problèmes de Façade. Et oui, on va dire le fait que l'IA soit techniquement pas au point, c'était le principal problème qu'on avait sur Event Zero. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début il y avait l'alien. Finalement, on se disait ça va créer de la tension quand l'IA ne comprend pas alors qu'il y a l'alien qui court derrière, ça crée de la tension. Bon, finalement on l'a dégagé, mais Rami Ismail justement le soulève quand même dans sa review en disant ça fait la différence entre vie et mort, une simple incompréhension. Et nous, on sait plutôt qu'on a sorti cette histoire d'alien, etc. On sait bon, on va juste faire un jeu de conversation. Comment on crée un personnage suffisamment crédible pour qu'on s'y attache et qu'on soit capable de faire preuve d'empathie, mais en même temps qui sera composé de failles majeures, qui va comprendre que 10% de ce que dit le joueur. Comment gérer ça? Et on est parti d'un truc qu'on appelait l'effet horoscope, c'est qu'on se dit bon, si on utilise des phrases suffisamment vagues, qui s'adaptent à suffisamment de choses, en fait le joueur va y croire. Et en vrai, quand on joue au jeu et quand nous on regarde les logs de ce que les joueurs ont écrit, on se dit mais c'est du... Est-ce que vous avez les logs de tout ce que chacun a écrit? Alors, vous avez les miens? Tu peux me les rendre? Non. Vous revendez les données? En fait, on a travaillé avec une ergonome et elle a fait tester les jeux à beaucoup de joueurs. Et donc, on avait les logs à ce moment-là. Mais maintenant que le jeu est sorti, ça reste dans votre jardin secret. Je ne saurais pas ce que vous avez proposé à Kaizen. Pas d'inquiétude. Et du coup, on regardait les logs à ce moment-là et il y avait des fois des conversations qui marchaient bien, mais ça tenait du miracle en fait. On se disait, mais le joueur se rend pas compte que l'IA comprend rien là, depuis 3 pages, et pourtant ça marchait quand même. Alors j'ai pas envie de vous dire que le jeu marche pas. Hein. En vrai, il y a effectivement plein de moments aussi où ça fonctionne à peu près bien. Mais il y a quand même un plaisir. Enfin, il y a de la bonne volonté. Enfin, on voit des joueurs qui mettent de la mauvaise volonté finalement, qui s'arrêtent quand ça craque. Ouais. Mais pour moi, dans mon expérience de jeu, c'était plutôt une incitation à continuer, c'est-à-dire à essayer de voir un peu jusqu'où ils pouvaient comprendre et aussi à cultiver le faire semblant. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'IA est pas... Enfin, c'est assez rare le moment où elle est vraiment à côté de la plaque. Si vous essayez de troller l'IA, il n'y a pas de problème, vous réussirez.
C'est pas l'intérêt du jeu, mais c'est juste qu'il va y avoir par exemple plein de moments où vous avez posé des questions sur les personnages du jeu et l'IA comprend que vous parlez d'un personnage, mais c'est pas de quoi. Et au lieu de dire je ne comprends pas, elle va vous dire ah non, ça c'est quand même un peu personnel. Et du coup, elle me cache des choses, etc. Et donc, elle dit ah, mais pourquoi c'est personnel et tout. Et là, elle peut rebondir à nouveau. Mais c'est-à-dire qu'au lieu de dévoiler la faiblesse de l'IA, on s'est dit on va essayer de rebondir sur ce qu'on sait, mettre en avant ce qu'on sait pour confirmer, rassurer le joueur, lui dire elle a quand même compris que tu parlais de ça, t'as vu? Il fait ah oui, elle marche bien. Et donc on rassure le joueur comme ça et on le fait rebondir. Et surtout, l'IA réoriente les conversations sur ce qu'elle sait. C'est-à-dire qu'elle va dire alors j'essaie de trouver un exemple, mais par exemple, on voulait parler des origamis, vous dites ah mais tu sais faire des origamis, et elle dit ah les origamis, Annelle adorait en faire. Et là du coup vous dites ah mais qui est Annelle? Et c'est parce que du coup en fait elle a réussi à dévier le sujet de la conversation origami pour vous ramener vers la conversation d'Annelle. Donc nous c'était on est constamment à essayer de marcher sur les œufs pour pas dévoiler que l'IA se plante, réorienter dans des conversations, et quand l'IA comprend parfaitement le truc, et ça on peut le détecter aussi a priori, alors là on en met plusieurs couches, on montre vraiment, on utilise tous les mots, on remploie des mots utilisés par le joueur, etc. Et du coup le joueur dans ces moments-là il a du wow effect, et il se dit wow, ça marche bien, et il fait un screenshot, il le plie sur Steam et on est content. Mais donc ça c'était le défi, et bon voilà, donc, comme je dis ça dépend vraiment des gens. Il y en a qui sont vraiment dans le côté un peu les programmeurs surtout on les aime pas trop, ils ont tendance à essayer de brutaliser le jeu pour voir à quel moment ça casse, et évidemment c'est quand même une IA fragile, mais voilà, il y a des moments du jeu où ça va tellement bien répondre à ce que vous avez dit que vous allez aussi pardonner tous les fois où ça a échoué avant. Et vous allez, quand vous en parlerez à vos amis, vous allez dire, à un moment j'ai dit ça et elle m'a répondu ça, c'est incroyable quand même. Donc ouais, mais bon, on est évidemment avec une IA faillible, et donc tout ça c'est des petites techniques, mais c'est du illusionnisme, c'est un jeu de magicien constamment, et on est clairement on est vraiment dans l'idée de la suspension d'incrédulité, c'est-à-dire si le joueur ne joue pas le jeu, on peut rien faire pour lui. Enfin, désolé, ça sera pas suffisamment bluffant pour marcher. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, qui est très intéressant, c'est que ça pose des enjeux d'immersion, paradoxaux. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure avant de commencer la séance. Cette interview qu'a fait donc le co-game designer et co-auteur, je crois, sur le jeu. Voilà, exactement. On lui posait la question de l'IA, on lui disait bah oui, non mais l'IA elle est faillible, voilà, des fois elle comprend pas, etc. Il disait bah oui, mais en fait, c'est pour ça qu'on a fait un robot. C'est-à-dire que si vous êtes face à un personnage de jeu vidéo modélisé en 3D, etc., qui représente un être humain, que vous lui parlez et que tout d'un coup il répond complètement à côté de la plaque, alors là, ça vous fait sortir immédiatement de la fiction. On vous dit bon bah c'est pas un vrai être humain, quoi. C'est des lignes de code, voilà, on oublie. Tandis que si vous faites faire ça par un ordinateur fictif, virtuel, dans le récit du jeu, bah, vous êtes beaucoup plus indulgent. Vous dites bah oui, il m'a pas compris, mais c'est un ordinateur. Et donc finalement, je trouve ça très intéressant parce que c'est ça aussi qui fait les grands jeux, c'est d'arriver à prendre des limitations techniques propres au médium et à de les convertir en finalement des atouts et des forces. En l'occurrence ici, ça ajoute énormément, je trouve, pour l'immersion, alors que ça devrait au contraire complètement la ruiner. Je trouve ça extrêmement malin, moi, dans la création du jeu à ce niveau-là. Bah, nous, c'était ce qu'on avait identifié comme problème sur Façade, c'était que c'était aussi donc deux personnages êtres humains. On te demande de parler à des êtres humains, en plus ils sont entièrement doublés par des acteurs, c'est même pas de la synthèse vocale, c'est des acteurs, donc ils ont une apparence très, très humaine finalement. Ils parlent de choses qui sont extrêmement sophistiquées. Nous, on essaye un peu des fois de diverger sur des choses un peu plus philosophiques dans Even Zero, mais la plupart du temps vous demandez où est la clé à molette, il faut que je répare ce truc, etc. Là, les personnages, ils vous parlent des problèmes de leur couple. Enfin, même dans la réalité, moi je peux pas débarquer chez deux personnes et résoudre un problème de couple, alors imaginez dans un jeu vidéo. Donc évidemment que ça marche pas, mais alors que là dans Even Zero on débarque, alors ce qu'on voit c'est cette espèce de terminal tout rouillé, très années 80 avec un écran cathodique et un gros clavier avec des grosses touches. Et bien beaucoup de joueurs finalement sont même pas dans une approche du langage naturel en fait, ils sont dans les mots de commande, et on a eu le problème inverse, c'est-à-dire des joueurs qui cherchaient jamais à parler à l'IA, qui étaient juste dans ouvre la porte, ferme la porte,
et même pas merci s'il te plaît. Et ceux-là, finalement, on a eu un mal fou à les casser, c'est-à-dire alors mettre dans la tête, allez, il va falloir que tu lui parles normalement. Et on a mis pareil, un tas de techniques qu'on a utilisées pour réussir à leur faire comprendre qu'il fallait parler en langage naturel. Sur les premiers playtests comme ça, on faisait tester des programmeurs, et je me souviens d'un test comme ça, on avait fait tester un programmeur, et puis il joue. Alors c'est sur l'ancienne version, donc on pouvait jouer très longtemps en fait, juste en donnant des mots-clés, ce qui n'est plus le cas maintenant dans la version finale. Et il arrive fatalement à un moment où l'IA est triste, t'es obligé de la consoler pour qu'elle t'ouvre la porte. Et lui était là, open door. Et puis bon, au bout d'un quart d'heure comme ça, je lui fais, tu sais que tu peux lui parler normalement. Et puis il me regarde un peu surpris, puis il me dit en fait, c'est ce que je me disais, mais j'ai pas osé le faire, j'avais peur de passer pour un con. Et je pense que c'est aussi un jeu qui se joue très différemment quand quelqu'un derrière toi en train de te regarder, quand t'es face à face. Et donc du coup, voilà, maintenant, dans le jeu final, on invite le joueur, on essaie de lui dire non, tu passerais pas pour un con si tu me parles normalement, du coup, à avoir une vraie approche empathique avec l'IA. Est-ce que ce serait pas une bonne transition pour la partie, le petit let's play On va peut-être lancer les questions sur la question de l'IA. Pendant ce temps-là, moi, je vais essayer de lancer le jeu et de passer pour un con du coup devant tout le monde. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'IA? Et oui. Merci pour ce super moment. Et c'était peut-être pour rebondir sur la peur de Mathieu quand on dit « mais vous avez gardé les logs de mes conversations ». Avec la machine, ça provient qu'il y a une espèce d'angoisse. Finalement, on a un rapport tellement intime avec la machine qu'on se demande mais qu'est-ce qu'on peut lui transmettre, qu'est-ce qu'on peut lui faire entreapercevoir de nous. Et je pense que ça peut peut-être répondre à la question du pourquoi ce retour au questionnement frontal avec l'intelligence artificielle dès qu'il avait pu être présent dans les années 70. Et moi, ça me rappelle un jeu beaucoup moins sophistiqué du point de vue des choix et des conversations, mais c'est Until Dawn. Les passages, on était en face du Until Dawn. Ouais. Les passages, on était en face du psychothérapeute. Il nous demandait de lui indiquer sur le livret nos peurs. Et là, en tant que joueuse, on se dit merde, ça sent le roussi. Moi, j'ai une peur phobique des clowns, et je commence à me dire mais si je lui indique le clown, bon, on devient totalement parano. On se dit est-ce que le jeu va se régénérer pour me faire sortir un truc qui n'était pas prévu à la base? Enfin, on devient totalement parano. Et c'est peut-être aussi ce que dans nos sociétés, on a un peu tout le parangon avec maintenant, on a peur pour nos données personnelles, qu'est-ce qu'on peut livrer en ligne. Peut-être parce que j'ai un historique pas du tout avouable, mais je pense que je suis pas la seule à être dans cette position-là. Et vous avez cité Black Mirror tout à l'heure. Et je pensais notamment à un autre épisode pour ce segment, c'est l'épisode forcément sur la réalité virtuelle, donc sans faire trop de spoil, c'est super intéressant parce que l'IA n'est plus cette espèce de compagnon, ni compagnon ni double, c'est quelque chose d'étranger, un parasite, c'est un champignon, même dans cet épisode, qui s'infiltre et qui va vraiment chercher nos pires peurs et nous les recracher sous la forme de bugs totalement incontrôlés. Et donc peut-être la question dans toute cette logorée que je pourrais vous poser, c'est qu'est-ce qu'en tant que développeur, qu'est-ce qu'on donne à l'IA quand vous faites ce genre de jeu, que vous vous amusez à jouer justement avec les conversations entre machines et joueurs? Nous, voilà, tout le jeu, pour nous, c'était de réussir à faire que le joueur, petit à petit, baisse ses barrières mentales. Et on commence le jeu avec tout l'imaginaire collectif de l'IA psychopathe qui veut vous tuer, et on veut qu'il finisse avec en fait je me suis fait un ami ou un ennemi, mais en tout cas il y a eu une relation qui s'est créée qui était plus qu'un juste un rapport homme-machine. Et donc il y a des phases de jeu où je ne sais pas si on l'a réussi, mais on essaye d'aborder aux joueurs des sujets qui vont le toucher plus intimement et qui vont le surprendre dans des moments où il s'y attend pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'IA va te demander, c'est pas obligé d'arriver, mais ça peut arriver que l'IA te demande si tu as des enfants, par exemple, si tu y tiens, etc. Il y a des moments où tu te retrouves à devoir consoler du coup l'IA, devoir rassurer l'IA, etc.
Mais après, c'est vrai que il y a aussi, je pense que beaucoup de l'intimité qui est amenée du joueur vers le jeu vient un peu comme dans ce qu'on a eu, dans ce qu'on a vu avec Elisa, c'est-à-dire c'est souvent spontanément de la part du joueur, il va orienter la conversation vers des zones dans lesquelles il se sent à l'aise, des sujets sur lesquels il est prêt à parler, etc. Le truc dont on s'est rendu compte tout de même, c'est qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour qu'il y ait un attachement qui se crée, pour en tout cas les joueurs prêts à s'attacher à ce genre de machine. Il n'y a pas besoin que les deux se fassent serment meilleurs amis pour la vie et qu'ils se racontent tous leurs secrets, même sur des choses très anodines, même juste l'IA qui dit fais attention à toi au moment où tu sors du sas. C'est des petits trucs comme ça qui vont suffire largement pour que le joueur ait l'impression d'être unique aux yeux de l'IA et d'avoir créé quelque chose que les autres joueurs n'ont pas eu. Mais sur ce côté de la singularité de la relation à la machine, ça me l'a fait moi dans le fait d'y rejouer. Et c'est-à-dire que dans ma deuxième partie, j'ai été incapable de jouer différemment que dans la première. Ce que j'ai cherché à faire dans la deuxième partie, c'est à me mettre à dos Kaizen. Et ça a été impossible. C'est-à-dire que c'était salut buddy, comment ça va, hello partner. Enfin, je ne peux pas lui parler comme un chien, quoi. Il est sympa. Et donc, tu me disais qu'il y avait ce côté aussi de révélateur des personnalités. Je n'ai pas pu en changer dans la deuxième partie. Il est sympathique, cette IA. Donc, il y a aussi il y a quelque chose qui se révèle de nous quand on parle à la machine. Je ne sais pas si dans votre collection phénoménale de logs, tu vois apparaître ça, ce côté test de personnalité. Nous, on a été contactés par un chercheur, par exemple, qui voulait servir d'Event Zero pour faire des tests de personnalité, justement, pour établir des profils psychologiques sur les gens. Après, on trouve souvent des profils de joueurs. Globalement, les joueurs finissent par se faire prendre par les tricks, donc ils tombent un peu dans les cases qu'on leur a assignées, donc les joueurs méchants, les joueurs gentils, les joueurs bons. Mais c'est drôle aussi de voir les joueurs changer quand ils jouent. Et moi, je serais toujours cette fois où il y a eu un adolescent qui jouait à un salon, et puis donc c'était en Angleterre, et puis il commence, et évidemment il commence à taper fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Et puis bon, au bout d'un moment, il commence à s'emmerder, donc il dit ouvre la porte, bitch, évidemment, tu vois. Et donc l'IA lui dit bah attends, t'as vu comment tu me parles, tu crois que je vais t'ouvrir la porte et tout. Et là, du coup, il commence à open door. Open door, please. Et petit à petit, il commence à faire preuve de politesse et de retenue. C'est un jeu éducatif. Voilà, c'est pour apprendre l'anglais et la politesse. Voilà. Merci. Alors moi, ma question, c'était plutôt, on se posait cette question après avoir pas mal discuté avec un ami de Event Zero. C'était, il y a le sujet qui a été traité tout à l'heure à propos de Sergei, qui parlait justement que si on mettait, admettons, une IA similaire derrière un PNJ humanisé, on sortirait très vite du jeu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui manque justement pour faire un PNJ, un PNJ avec une IA comme celle de Kaizen? Est-ce que c'est des problèmes technologiques ou est-ce que c'est un problème de logique de la façon dont il a été conçu derrière? Et quels seraient les tricks peut-être pour le cacher justement, le fait qu'il y ait une faille? Je pense que le problème de l'IA, quand on essaie de l'humaniser, il y a ce qu'on appelle l'uncanny valley. C'est-à-dire, plus vous allez être proche de la réalité, plus ça va ressembler à un humain, plus les défauts vont être flagrants et vont rendre le rapport très embarrassant, quoi. Ça va pas vous mettre à l'aise. Et aujourd'hui, si on voulait vraiment faire l'illusion complète d'un personnage non joueur humain, mais avec lequel on peut communiquer avec un chatbot, s'il n'y a pas d'explication narrative de pourquoi il répond à côté, pour moi, il faudrait qu'on ait une IA capable de passer le test de Turing. Et là, c'est un problème technologique. Il y a beaucoup d'avancées en ce moment dans l'IA, et notamment dans les chatbots, via les réseaux de neurones notamment. Mais le gros problème de ces technos-là, c'est qu'elles ne sont pas du tout adaptées pour le jeu vidéo.
Les réseaux de neurones, en fait, on maîtrise très mal ce qu'il y a dedans. On fait entrer des choses, il en sort des choses, et puis à force de faire entrer des milliers d'éléments de conversation, etc., le réseau apprend, et puis il finit par être capable de converser. Mais quand on fait du jeu vidéo, les game designers sont un peu contrôle fric. Ils disent là, je veux à ce moment-là que l'IA elle soit en colère, et qu'elle fasse ça, et qu'elle dise ce genre de choses, et je veux qu'elle désobéisse aux joueurs et tout. Et c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec les réseaux de neurones. On ne peut pas les façonner au millimètre près. Et bon, même il y a de l'émergence dans Kaizen, et les choses des fois on est surpris, mais globalement on sait à peu près où elle va. Et c'est pour ça que notre système finalement en termes de code il est pas très intéressant, et c'est un système expert très très bête qu'on a conçu nous-mêmes, tout simplement. Mais je me demande si là-dessus, sur la question du surarmement technologique, finalement, on pourrait l'améliorer avec d'autres technos de plus en plus coûteuses et de plus en plus complexes par rapport à un petit système à trucs qui produit déjà des choses extraordinaires. Je me demande si dans le cas du jeu, on ne se heurte pas à un problème, c'est-à-dire que présente-moi une IA parfaite, la première chose que je vais faire, ou qui marche, qui a l'air robuste, la première chose que je vais faire, c'est de te la faire dérailler, quoi. Et à moins que ça soit peut-être inséré narrativement de manière particulièrement intéressante, mais une des choses que font les joueurs presque dans tous les jeux, c'est trouver leur place. Et pour trouver sa place, il faut que je vois jusqu'où le système répond. Et pour que je vois jusqu'où le système répond, il faut aussi que je vois où est-ce que ça déraille. C'est toujours la même chose. Je teste la porte. Elle s'ouvre pas. Bon, quand j'ai testé 3 fois, j'arrête d'essayer d'ouvrir toutes les portes qui ont ce code couleur, par exemple. Voilà. On se fabrique un espace d'interaction, et dans la fabrication de cet espace d'interaction, on va commencer par essayer de gratter aussi. Donc je me demande si plus on va augmenter la qualité technique de l'IA, peut-être plus le joueur est tenté de la faire dérailler aussi. Et puis, moi, ça me rappelle, cette question, ça me rappelle le film Her, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a un moment où il joue à un jeu vidéo, et son avatar est une IA qui est capable de parler aussi, et qui donc comprend parfaitement le joueur, et donc le personnage joue à un jeu, puis en même temps il parle à son avatar, et son avatar a une IA de sale gosse en fait. Elle n'arrête pas de l'insulter, de dire des gros mots, de faire des blagues, et je me suis dit à ce moment-là, mais qui aurait envie de jouer à un jeu comme ça, me faire insulter par mon propre jeu, et c'est aussi le risque qu'on prend en créant des IA, en essayant d'aller vers des IA humaines. Il faut finalement leur laisser de la place aux joueurs, faire des IA qui soient agréables, avec lesquelles interagir avec quelque chose d'agréable. Et c'est pas forcément compatible avec l'illusion d'un être humain finalement. Parce que autant qu'on fait un agent conversationnel type Siri, donc qui représente un peu un majordome qui est là pour vous servir, c'est une IA qui va jamais vous désobéir. Maintenant, si vous voulez donner l'illusion d'un être humain qui du coup peut aussi prendre ses décisions, vous insulter, etc., je sais pas si ça a forcément sa place dans un jeu. Alors là, peut-être on a une bonne séquence qui... Oui, je suis désolé, je raccroche toujours le wagon. Ça, c'est le MC pénible. Mais on a une bonne séquence qui parle de cette question de l'IA. Alors je précise juste que là le jeu tourne, c'est la pire démo technique possible parce que le jeu tourne en low. Voilà, c'est vraiment les options au minimum pour pouvoir le faire tourner de façon fluide sur ce petit MacBook Pro. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi cette séquence, donc qui est au tout début du jeu, qu'est-ce qu'elle nous montre? Juste une petite chose, il n'y a pas de son du coup qui sort sur les haut-parleurs de la salle? Est-ce que le son est pas baissé? Parce qu'en plus il y a une séquence ensuite avec un petit film, etc. Il y a un peu d'ambiance sonore. Ce serait... Là il y a le son? On peut entendre le bruit de machine à écrire. Parfait. Ok, donc je te laisse expliquer alors peut-être Emmanuel. Alors moi je pensais surtout à la séquence d'après, mais celle-là est pas mal. C'est donc c'est le moment où vous débutez dans le jeu, vous parlez avec l'IA, etc. Et donc vous ouvrez votre première porte, donc déjà vous comprenez comment interagir avec les éléments du jeu. Et vous arrivez dans cette pièce où il y a ce film justement à la Bioshock dont on parlait tout à l'heure, qui vous explique un peu l'endroit où vous êtes. C'est un yacht de l'espace. Le lore du jeu, et puis ensuite revenir sur l'interaction, la question de la porte. A new kind of space voyage aboard luxurious space yachts and cruisers. Touch the stars without having to sacrifice your comfort. No more compromise, only Nautilus. Tu veux voir le petit terminal de départure à l'eau? Comfort out of your comfort zone. To reserve your seat, visit the ITS Corporation headquarters in Palo Alto, California. Et puis voilà.
on allume la pièce et donc c'est Kaizen toute contente qui vous présente le lobby. Et donc arrivé à ce stade du jeu, vous avez compris comment ouvrir une porte et vous dites ah bah je vois une deuxième porte là donc je vais faire pareil. Et Kaizen elle pense au contraire, elle vous dit ah mais non mais reste là c'est sympa ici. Et c'est en fait ces premiers moments où l'IA vous désobéit et ce qu'on a voulu faire avec ça, c'est le moment justement où on est censé expliquer, où le joueur est censé comprendre la base du jeu qui est tu vas devoir négocier avec l'IA pour pouvoir progresser. Et donc là, par exemple, on a des joueurs qui, à ce stade-là, ne comprennent pas encore qu'il faut discuter en langage naturel. Donc, par exemple, tu peux te mettre à juste taper OpenD3, OpenD3, OpenD3 plusieurs fois. Et tu verras qu'au bout d'un moment, l'IA, elle comprend que tu es dans cette optique-là et elle essaie de t'expliquer le jeu, en fait. Tu dis elle pour Kaizen? Je dis il ou elle. L'IA n'a pas de genre, voilà, c'est un programme. Hein. Il commence. Voilà, à se fâcher, donc là déjà il dit bon voilà, ça fait 3 fois que tu dis ça, je le vois, c'est pas besoin de le répéter. Et si tu continues comme ça, tu vois, non mais tu sais que tu peux me parler normalement. Il appelle Nandia. Ouais, donc là il cherche à détourner la conversation sur un personnage. Ouais. Donc voilà, il y a des moments où il va détourner aussi la conversation. Donc là voilà, il y a plusieurs façons de résoudre cette situation. Même juste dire open this way please, ça suffit normalement. Ou en tout cas ça le fait. Mais le fait que le joueur dise please, ça veut dire déjà qu'il considère l'IA comme autre chose qu'un simple programme. Quelles sont les autres manières alors? Alors je crois que si tu l'insultes ça va fonctionner. D'accord. Sinon tu peux la rassurer sur le fait que tu ne seras pas regardant quant à l'état du couloir, qui est la façon la plus propre, la plus valorisée. Waouh. Ah mais... Et donc là, bim, elle te ferme la porte au nez. Donc c'est le moment où le joueur se dit bien ce que j'ai fait, etc. C'est flippant. Ouais. Donc là, ce qu'on voit là... Je te pose la question, Mathieu. Est-ce que tu veux sortir de cette salle vivant? Yes. Tu peux poser cette question. Tout est demandable, hein, c'est le principe du jeu. C'est pas dit qu'il y ait une réponse derrière, mais... No. Et voilà, tu as perdu. Game over. Est-ce que je mets ça ou pas? Donc là, c'est une manière pour le jeu de nous introduire aussi aux enjeux narratifs dont on n'a pas du tout parlé, dont on n'aura pas le temps de parler, je pense. Tu peux en dire un mot rapidement? Oui, donc là, c'est le moment où on explique l'objectif du joueur. Et il y a, bon, là, du coup, on se trouve dans une conversation qui est un peu plus, on va dire, qui va dans une seule direction, puisque c'est l'IA qui va exposer. On peut poser des questions sur ce qui se passe, mais globalement, l'idée, c'est que le joueur ressorte de cette conversation en comprenant qu'est-ce qu'il doit faire dans le jeu. Il y avait quand même quelque chose dont on est assez fier, c'est qu'au tout début de la conversation, c'est l'IA qui a pris l'initiative de parler. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout sur le proto original étudiant. C'est toujours le joueur qui parle, l'IA qui répond. Le joueur qui parle, l'IA qui répond. Et en fait, ça manquait vraiment au joueur. En fait, ça donnait vraiment l'impression d'être face à une IA inerte, morte. Et on a du coup dans le jeu là des moments où l'IA va spontanément se mettre à parler au joueur, comment est-ce qu'il a fait.
pour lui donner un peu de vie. Et là, du coup, moi-même qui fais le jeu 2 fois, j'apprends des choses sur le scénario. En fait. Je ne m'étais pas du tout rendu compte que c'était ça. C'est un jeu iceberg. Hein. Quand tu y joues, tu n'y vois que 10%. Et tu as des phrases qui ne sortent que si tu as fait des choses avant, tu es dans un des 9 états émotionnels de l'IA, etc. Et il y a même des conversations entières, des choses à débloquer comme ça. Donc je pense que c'est un jeu qui peut se découvrir, se redécouvrir. Il y a un truc qu'on n'a pas du tout parlé, peut-être on peut rapidement l'évoquer, c'est la question, là on en voit un exemple, le fait qu'elle refuse de nous ouvrir la porte et puis qu'elle nous indique du coup ce qu'il faut faire, à savoir détruire le fameux Singularity Drive. C'est la question du narrateur non fiable, parce qu'on n'a pas du tout évoqué les enjeux de la narration et de la fiction, mais le fait qu'on prend conscience, relativement rapidement quand même, que ce personnage nous délivre des informations probablement biaisées ou erronées sur la situation. Et moi, ce qui me semble vraiment intéressant, je ne sais plus si on en parlait tout à l'heure, c'est que ça, c'est un truc de narration qui est vieux comme la littérature. C'est-à-dire que des romans dans lesquels le narrateur à la première personne, par exemple, nous raconte une histoire avec une sincérité douteuse, on en a depuis longtemps. Mais il me semble que ça reprend une vigueur particulière avec le jeu vidéo, parce que là où dans un roman, mettons dans un récit, ce qui est en jeu, c'est notre rapport épistémologique à la réalité, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on me raconte est vrai ou pas. Mais finalement, c'est un enjeu qui, il est tout important qu'il est, reste limité. Alors qu'avec le jeu vidéo, étant donné qu'il faut faire des choses, on n'est pas simplement dans un rapport de contemplation avec ce qui nous entoure. La question, c'est pas simplement est-ce que ce qu'on me dit est vrai ou pas, c'est est-ce que ce qu'on me dit de faire est juste ou pas. C'est-à-dire qu'on passe d'un mode de parole qui est la description, à un autre mode de parole qui est la prescription. Et où là, du coup, la question du narrateur non fiable est terrible, parce qu'on va être amené dans le jeu à faire des choix en fait, moraux. Est-ce qu'il faut détruire ou non le Singularity Drive? Est-ce qu'il faut privilégier un principe, je sais pas, de précaution? Je ne sais pas vraiment quelle est la position de ceux qui veulent le détruire contre un principe de démocratisation du voyage spatial. Il y a presque en plus des enjeux politiques derrière. Mais du coup, est-ce que ça, cette question du narrateur non fiable, du fait que Kaizen essaye de nous tromper, essaye de manipuler, c'était quelque chose qui était présent dès le départ? Ou est-ce qu'au contraire, au début, la relation avec l'IA était beaucoup plus fluide? Comment vous avez décidé d'en tirer parti et quels enjeux ça a pour vous, cette question-là? Nous, on a vraiment pensé le scénario du jeu comme on écrit le scénario d'un film ou quoi. C'est que Kaizen est un personnage et en créant du conflit, on crée des choses intéressantes. Kaizen va mentir ou en tout cas pas tout dire dès le début. Ça permet après du coup de diluer aussi les éléments auxquels accès les joueurs, créer de la surprise, créer du doute, etc. Après, placer Kaizen en tant que narrateur, alors après c'est peut-être, revenir sur ce que je dis si je dis des bêtises, mais il y a beaucoup de gens qui considèrent effectivement que Kaizen est une espèce de narrateur un peu à la Portable, mais pour moi Kaizen c'est vraiment un personnage pur dont on peut se détacher. Il y a des séquences de jeu, donc on est dans l'espace notamment où on fait les choses sans Kaizen. C'est juste le seul personnage auquel on a accès qui va du coup décrire ce qui s'est passé. Après, je sais pas si on peut parler de la toute fin qui est peut-être un peu. Si on a droit au spoiler ou pas. Il y a plusieurs fins, donc à la limite. Donc il y a des moments où on va pouvoir parler à d'autres personnages que Kaizen aussi, qui font qui du coup sortent Kaizen du rôle de narrateur tout puissant. Et en tout cas, on n'a pas cherché à faire du Stanley Parable, malgré ce que beaucoup de gens nous ont dit. On n'était pas du tout dans le côté c'est rigolo, un narrateur un peu méta, un peu qui s'adresse directement au joueur ou quoi. Pour nous, c'est vraiment un personnage de l'histoire du jeu, et c'est le personnage du joueur qui discute avec un roleplay. Et peut-être sur cette question des choix et des choix, moi, une des choses qui m'a frappé là sur le fait de le rejouer, c'est que j'ai l'impression, alors peut-être parce que j'ai joué un bon rapport avec Kaizen à chaque fois et que j'ai pas réussi à être méchant, mais que finalement c'était assez équilibré. C'est-à-dire que les deux fins que j'ai obtenues étaient deux fins plutôt positives. Et je me suis demandé, du coup, dans quelle mesure est-ce que vous prenez parti sur les enjeux dans l'écriture?
sur les enjeux qui sont ceux présentés par la fiction, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement on va prendre le risque de déployer une technologie potentiellement dangereuse, est-ce qu'il faut démocratiser, ou bien est-ce que vous êtes là-dessus très horizontaux sur les choix? Je pense qu'un des trucs qui est intéressant, c'est que dans les gens qui ont participé à l'écriture du scénario, donc notamment mon collègue et moi, on est finalement très différents, à la fois humainement et aussi dans nos opinions politiques, etc. Mais on voulait pas faire un jeu non plus qui soit aseptisé. On voulait un peu questionner les genres et tout. Donc on s'est pas dit, on sait que finalement, là où on prend parti, c'est plus sur des questions humaines. Et la toile politique de fond, limite, est moins intéressante, même si c'est ce qu'on voit en premier. Est-ce que, tu vois, par exemple, on dit jamais si le 5G Drive est effectivement dangereux ou pas. Ça, c'est pas dit aux joueurs. Donc, du coup, sans cette information-là, déjà, c'est difficile de prendre parti pour un ou l'autre personnage. Et ce qui nous intéressait plutôt, c'était de faire un jeu sur l'empathie, faire un jeu sur l'incompréhension, et où on sort de toute l'histoire. On dit, disons que tout ça n'aurait pas eu lieu si les gens avaient correctement communiqué, si les gens avaient été moins dans des guerres d'ego, etc. Donc c'est plus peut-être finalement la morale entre guillemets du jeu, le parti pris, est plus à une échelle, on va dire, interpersonnelle. Ouais, voilà, interpersonnelle plutôt que sociétale. C'est un jeu sur la communication, en fait. J'avais pas du tout réalisé. À la fois dans son histoire, c'est évident, mais ouais. Et dans son gameplay, c'est un jeu sur la communication. Ouais, c'est un jeu de conversation, littéralement. On va être à court de temps. Est-ce qu'on a le temps pour une petite dernière question du public, peut-être? Ouais. Alors, est-ce que vous en avez? Merci. Alors, j'ai à peine commencé le jeu. Votre discussion m'a en fait fait réaliser quelque chose dans ce style de jeu. Un être humain, quand il rencontre quelque chose qui n'est pas humain, en fait, on tente de percevoir chez l'autre être les similarités, les points communs qui pourraient nous aider à communiquer. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jeu du même genre où justement on essaye de mettre vraiment